Bonsoir, merci d'être ici pour parler de la Russie avec nos intervenants que je vais vous présenter et que d'aucuns connaissent très probablement, à commencer par Igor Delanoë, qui est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et docteur en histoire de l'université Nice-Sophia Antipolis. Igor Delanoë, dont je signale l'ouvrage Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient, paru au printemps dernier, si mes souvenirs sont bons, en décembre, aux éditions de l'Inventaire. Alors, pardon, donc c'était en décembre dernier. À ma droite, non, pardon, j'aurais dû commencer par Isabelle Facon, ce que je fais traditionnellement, et voilà, parce que c'est toujours honneur aux dames, qui nous parlera du pivot asiatique russe, et en particulier, sans doute, du rapprochement entre Moscou et Pékin. Un peu inévitable. Isabelle Facon, qui est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et maître de conférence à l'École polytechnique et spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. Et Arnaud Dubien, à ma droite, qui est directeur de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé Russie CEI à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Donc la Russie... On en parle beaucoup cette année, peut-être 2017, juste un petit rappel, on est 100 ans après la révolution d'octobre de 1917, peut-être que ce sera, dans certains aspects, l'occasion de l'évoquer. Une année aussi chargée pour l'actualité russe avec, je parle sous le contrôle des uns et des autres, l'élection présidentielle à l'automne. En attendant... 2018 ? Ah, voilà. Alors, pardon. Donc, je précipite un petit peu les choses. En tout cas, l'actualité au Moyen-Orient vous donne la possibilité d'être le premier à intervenir, Igor Delanoë, avec la question syrienne, la rencontre d'Astana cette semaine, avec beaucoup de questions finalement, et en particulier celle de savoir si finalement la Russie aujourd'hui, en attendant des résultats concrets, parce qu'on peut juste rappeler que les rebelles et les représentants du régime ont refusé donc de négocier directement et n'ont pas signé la déclaration finale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et finalement, est-ce que la réunion d'Astana ne montre pas qu'il est plus facile pour Moscou d'enchaîner des victoires militaires comme à Alep, totalement reprises par les forces syriennes, que de rétablir la paix ? Et les Occidentaux ont-ils, pour leur part, d'autres choix que de soutenir Moscou dans son entreprise diplomatique? Merci beaucoup Marie-France, bonsoir à tous. Je voudrais commencer par remercier l'IREMO de nous avoir proposé d'intervenir donc pour cette conférence consacrée à la politique extérieure russe. Et donc pour ma part, j'aborderai le volet moyen-oriental de cette politique extérieure, qui, comme vous l'avez rappelé, est passablement mouvementée. Alors effectivement, j'ai publié cet ouvrage au mois de décembre dernier, donc deuxième volet de la collection des carnets de l'Observatoire, édité par la maison d'édition L'Inventaire. Très schématiquement, en guise d'introduction un peu pour mon propos, j'ai en 4 chapitres, j'y aborde tout d'abord la question un peu de l'histoire de la Russie et du Moyen-Orient, assez succinctement, puisque c'est pas l'objet du livre de faire l'histoire de la Russie avec le Moyen-Orient, l'époque impériale, l'époque soviétique, avec évidemment le focus inévitable sur les relations entre l'Union soviétique et l'Égypte, puis l'Union soviétique et la Syrie, ce qui me permet toujours au sein de la première partie d'aborder ensuite, depuis 1991, les différents, je dirais, vecteurs mobilisés par la Russie pour réinvestir l'espace du Moyen-Orient. Dans un second chapitre, j'aborde la question de la Russie face aux crises et conflits du Moyen-Orient. 3 principaux dossiers, le conflit israélo-arabe, les printemps arabes et l'affaire libyenne. Le troisième chapitre est consacré à la crise syrienne. Donc là, j'analyse un petit peu les enjeux, pourquoi est-ce que Moscou est intervenu, pourquoi l'opération militaire, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette opération, qu'est-ce qu'on peut en déduire. Et je jette quelques pistes concernant le processus de Genève et le processus diplomatique. Et je termine dans un 4e chapitre sur les relations bilatérales entre la Russie et les acteurs du Moyen-Orient, puisque la Russie a ceci de particulier qu'elle a la capacité
à parler avec à peu près tous les acteurs du Moyen-Orient, et j'essaie de dresser un tour d'horizon de ce qu'il en est aujourd'hui de ces relations bilatérales. Alors, mon propos était intitulé en fait le retour, quel retour pour la Russie au Moyen-Orient. Donc je vais essayer de vous démontrer dans les 15-20 minutes qui me sont attribuées un peu quels sont les enjeux de ce retour, et puis pendant la question-réponse on pourra effectivement aborder les questions de l'actualité selon donc vos interrogations. Alors comme je l'évoquais en présentant rapidement l'ouvrage, la Russie ne part pas de zéro au Moyen-Orient, loin de là, puisqu'elle elle est impliquée dans la région à différents degrés, à peu près depuis la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, elle a, je dirais, accru son empreinte dans la région au XIXe siècle, donc pendant les époques impériales. Et effectivement, après, pendant la guerre froide, on a assisté véritablement à une densification des liens entre l'Union soviétique et des régimes arabes d'obédience marxiste, qui recevaient le soutien idéologique, militaire et quelques financiers de Moscou. 1991 voit donc l'effondrement de l'Union soviétique, et qui se traduit dans la région par une mise en sommeil de l'intérêt de Moscou pour les affaires moyen-orientales, qui est en fait la conséquence directe du fait que la Russie va se concentrer sur son proche étranger, ce qui devient le proche étranger en fait, donc les anciennes républiques soviétiques d'une part, et se focaliser sur ses relations avec la refondation, on pourrait dire, de ses relations avec l'Occident. Donc c'est un peu le point de départ en 1991. Donc c'est la première étape, la première moitié des années 90, donc qui voit finalement ce contraction, enfin unilatéralement en fait, la contraction de ce périmètre diplomatique et militaire ex-soviétique, qui n'affecte pas que le Moyen-Orient, mais également l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Extrême-Orient, où on assiste véritablement à un retrait. Deuxième étape de ce réinvestissement, de ce retour au Moyen-Orient, vous pourrez dire, si on cherche un peu assez schématiquement à créer des jalons, c'est la deuxième moitié des années 90, 1996, la nomination de Yevgeny Primakov comme ministre des Affaires étrangères par Boris Eltsine, alors président de la Fédération de Russie. C'est une nomination qui est loin d'être anodine, puisque Yevgeny Primakov était un éminent expert de la région, arabisant, ex-correspondant de la Pravda au Moyen-Orient, donc dans les années 70 notamment. Puis ensuite, il a dirigé les services de renseignement soviétiques. Et c'était un homme de réseau, un homme de terrain, qui s'est bâti un réseau à travers la région au fur et à mesure de ses pérégrinations moyen-orientales. Et donc, nommer ce personnage à la tête du ministère des Affaires étrangères, évidemment, signifie qu'on renoue avec un intérêt pour la région, en tout cas pour les affaires du Moyen-Orient, et traduit peut-être déjà en creux une forme de désillusion vis-à-vis des relations qu'on a cherché à rétablir, enfin que la Russie a cherché à rétablir avec le Moyen-Orient. Troisième étape, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, début des années 2000, donc fin des années 90, début des années 2000, puisque le nouveau président russe arrive au Kremlin avec un projet de puissance, un projet qui consiste à rendre à la Russie, je dirais, sa place revendiquée comme telle de puissance de premier rang sur la scène internationale. Et évidemment, avec un tel objectif, le Moyen-Orient se prête plutôt bien à une réactivation un peu tous azimuts de la diplomatie russe dans la région. Plusieurs vecteurs sont mobilisés, les réseaux primakoviens que j'évoquais auparavant, les anciens partenariats militaro-techniques que l'Union soviétique avait pu tisser avec des pays de la région. Donc on se tourne vers ces anciens alliés en quelque sorte. La renégociation des dettes que certains États de la région avaient héritées à l'égard de Moscou dans le cadre de ces partenariats militaro-techniques. 13 milliards de dollars avec la Libye, avec la Syrie, 5 milliards avec la Libye, 10 milliards pour l'Irak. Et les renégociations donc, autour de ces dettes sont l'occasion pour Moscou de négocier, je dirais, des rabais, des annulations de dettes en échange, par exemple, de prise de marché sur l'exploitation de gisements pétroliers, par exemple, ou gaziers, ou de renégocier des contrats d'armement. Bref, de reprendre pied dans la région. Et autre particularité, ça peut être la présence également de communautés russophones. Là, c'est le cas d'Israël, qui abrite évidemment une communauté russophone de près de 1 million de personnes. Quatrième et dernier temps, je dirais, dans ces jalons, c'est le début des années 2010 qui voit principalement trois éléments se produire. Bon, tout d'abord,
je dirais l'explosion des printemps arabes et la déstabilisation de la région à laquelle on assiste encore aujourd'hui, avec la disparition de structures étatiques au sein, par exemple, de la Libye, l'Irak qui n'est pas passé loin non plus de voir tout simplement l'État disparaître, aujourd'hui la question syrienne. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément qui est concomitant, c'est le désintérêt relatif ou le désengagement relatif des États-Unis de la scène moyen-orientale, qui ouvre, je dirais mécaniquement, un espace que la Russie cherche à réinvestir. Et troisième facteur qui, à mon sens, a joué, évidemment, c'est la dégradation des relations entre la Russie et la communauté euro-atlantique suite à l'affaire ukrainienne, mais qui avait déjà commencé auparavant, l'affaire ukrainienne marquant un tournant grave, évidemment. Je dirais que la conjonction de ces trois facteurs, évidemment, une fois de plus, place le Moyen-Orient comme une priorité quelque part, en tout cas une zone privilégiée pour un réinvestissement, le réinvestissement auquel on assiste aujourd'hui. Alors, quels sont assez brièvement les intérêts de la Russie dans la région ? Pourquoi finalement est-ce qu'elle se retourne vers le Moyen-Orient ? Pourquoi est-ce qu'elle a cherché à le réinvestir ? Assez schématiquement, je verrai trois familles d'intérêts. Une première famille qui sont les intérêts évidemment économiques, que je vais expliciter après, les intérêts d'ordre sécuritaire, et enfin les intérêts géopolitiques, ou la géopolitique. Alors sur l'économie, je parlais auparavant effectivement après 1991, qu'est-ce que la Russie a pu mobiliser finalement pour réinvestir la région, puisque l'Union soviétique évidemment avait s'appuyé sur l'idéologie, sur l'appui au régime de sensibilité socialiste ou marxiste, qui permettait une assistance militaire. Voilà. Cette idéologie évidemment disparaît, ce vecteur disparaît. Par quoi est-ce qu'il peut être remplacé ? Eh bien, notamment par l'économisation de la politique étrangère russe, qui une fois de plus n'est pas exclusive au Moyen-Orient et qui prend différentes formes. Bon, tout d'abord, il y a la carte énergétique, qui est bien connue pour la Russie, à ceci près que le Moyen-Orient regorge de ressources naturelles, enfin de gaz et de pétrole en l'occurrence. Donc à l'exception en gros de la Turquie et d'Israël et plus récemment de l'Égypte, la Russie ne vend pas de pétrole ou de gaz dans la région, puisque ce sont principalement des pays producteurs et exportateurs auxquels elle fait face. Mais en revanche, elle trouve le moyen de nouer des partenariats énergétiques pour l'exploitation de gisements gaziers, pétroliers. C'est le cas avec l'Irak, c'est le cas au Kurdistan irakien, c'est le cas en Méditerranée orientale où il se passe des choses avec les gisements découverts au large d'Israël, par exemple. C'est le cas plus récemment avec l'Égypte, puisqu'il y a des projets. Donc là, c'est un moyen pour réinvestir un peu la scène économique. L'autre carte qu'elle joue, c'est la carte du nucléaire civil, évidemment, puisque des contrats sont passés, alors notamment avec la Turquie, avec la centrale de Akkuyu, qui est un projet qui se poursuit, qui a été, je dirais, relativement préservé par la brouille russo-turque de l'année dernière, et qui a la particularité d'être l'unicité quelque part d'être construit selon un schéma de build, own, operate, ce qui est un peu révolutionnaire pour ce type de chantier. Donc quelque part une innovation aussi. Il y a évidemment le contrat sur la centrale égyptienne qui devrait se concrétiser, ou en tout cas se confirmer dans les semaines ou dans les mois à venir. Et le contrat de la centrale jordanienne, mais qui patine et qui continue de patiner pour des questions de crédit, de financement, voire qui on met dans le projet. Il reste la question des marchés du Golfe, du marché des centrales dans le Golfe, puisqu'il y a des projets notamment en Arabie Saoudite, qui est un marché éminemment politisé, surtout pour la Russie, et dans lequel pour l'instant elle n'a pas rencontré, en tout cas Rosatom n'a pas rencontré de succès, sauf dans une certaine mesure aux Émirats arabes unis, où la Russie a réussi à s'insérer dans le cycle nucléaire, notamment en fournissant du combustible aux centrales émiraties. Autre carte qui est bien connue pour la Russie, celle des contrats d'armement que j'évoquais un petit peu auparavant. Il y a évidemment les clients traditionnels de la Russie, donc la Syrie notamment, mais également des contrats qui sont passés avec l'Irak à la fin des années 2000, début des années 2010, principalement dans le contexte de la lutte contre l'islamisme radical et l'instabilité à laquelle fait face l'Irak, notamment dans le cadre de la lutte contre des groupes djihadistes, et plus récemment le contrat égyptien évidemment, qui a été passé avec le régime du maréchal al-Sisi. Une fois de plus, le Golfe est une zone difficile à pénétrer pour les armuriers russes, là aussi compte tenu de l'extrême politisation de ce type de contrat. Néanmoins, la Russie a réussi à placer
voilà, quelques produits, quelques petits contrats au sein de certaines des monarchies. Et en tout cas, on assiste à une volonté, il me semble, de la part de Moscou d'essayer de dépolitiser l'agenda économique avec les pétromonarchies du Golfe afin de promouvoir effectivement des coopérations bilatérales économiques avec voilà, ces différents petits États. Bon, toutefois, si on s'intéresse maintenant à l'ensemble des flux commerciaux entre je dirais la Russie et la zone du Moyen-Orient, ce sont des flux assez modestes. Quelques chiffres, en 1995, le Moyen-Orient, la zone du Moyen-Orient représentait environ 3,9%, un peu moins de 4% de l'ensemble des échanges commerciaux entre la Russie et l'étranger. C'est en 1995. En 2015, 20 ans plus tard, on est à 7%. Donc vous voyez, ça s'est accru, ça n'a pas vraiment doublé, mais mine de rien, on a assisté à une progression, sachant que lorsqu'on s'intéresse à ce que ça représente en termes de volume, d'argent, sur la balance, sur une fois de plus ces flux commerciaux, en 2015, la Russie a échangé autant avec le Moyen-Orient qu'elle n'a exporté en 2014 avec l'Allemagne. Donc vous voyez que ça reste quand même très très faible. Il n'empêche que ce sont des progrès patients, des progrès, je dirais, longs, quelque part une quête de longue haleine, qui permettent à la Russie de progressivement, je dirais, pénétrer ce marché avec des ressorts comme par exemple la création de zones de libre-échange entre l'Égypte et l'Union économique eurasiatique. Également, l'Iran pourrait également bénéficier pourrait se créer un mécanisme similaire entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique. La création également d'une zone industrielle et commerciale en Égypte qui serait allouée à la Russie à l'entrée du second canal pour lui permettre ensuite, au-delà du Moyen-Orient, de pénétrer vers l'Afrique. Donc on est un peu, il semblerait qu'une stratégie commerciale soit, comment dirais-je, en train de prendre place. Deuxième famille d'éléments de motivation, les motivations d'ordre sécuritaire. Là, je dirais que, une fois de plus, assez schématiquement, le Moyen-Orient est important dans la mesure où il existe une représentation quelque peu fataliste, je dirais, au sein de l'élite politique russe, selon laquelle l'instabilité du Moyen-Orient aurait vocation à déborder un peu inéluctablement sur le flanc méridional russe et au-delà vers l'Asie centrale. Ce flanc méridional qui s'étend de l'Ukraine jusqu'à la Caspienne à travers la mer Noire et le Caucase, et qui serait vulnérable. Evgeny Primakov le dénommait le ventre mou de la Russie, d'autant plus vulnérable qu'il n'existe plus le glacis protecteur de Transcaucasie, donc avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, quelque part pour faire un peu tampon face à cette région du Moyen-Orient. Et par conséquent, vu de Moscou, eh bien, quelque part, il y a vraiment un intérêt à s'investir pour essayer de prendre part aux dynamiques sécuritaires qui sont à l'œuvre au Moyen-Orient afin de prévenir une forme de débordement voilà, qui est perçu comme un petit peu inéluctable vers le flanc méridional russe, d'autant plus qu'on se trouve désormais dans le contexte du printemps arabe ou de l'instabilité générée par les printemps arabes. Troisième et dernière famille d'intérêts, ce que j'appelle la géopolitique, les intérêts d'ordre géopolitique. Tout au long des années 2000, le Moyen-Orient est une forme de terrain pour une coopération compétitive ou une compétition coopérative entre Moscou et Washington, en tout cas perçu comme tel vu de Russie, autour d'enjeux un peu structurants dans la relation Russie-États-Unis, comme par exemple les questions de désarmement, qui sont des enjeux traditionnels de la relation entre Moscou et Washington. Donc là, évidemment, il y a l'affaire du nucléaire iranien, par exemple, où on voit se tisser un peu péniblement une coopération entre la Russie et les Occidentaux, quitte ensuite à se mettre un peu en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires, notamment l'Iran dans la région. Il y a eu la question du désarmement, du démantèlement de l'arsenal chimique syrien ensuite en 2013, qui est encore une forme de coopération en matière de désarmement. Il y a évidemment la question de la lutte contre le terrorisme, qui avait été un point de convergence important au début des années 2000 entre Vladimir Poutine, fraîchement arrivé au Kremlin, et l'administration Bush, après le 11 septembre. Donc je dirais des enjeux qui donnent lieu à une coopération, mais qui relèvent aussi quelque part vu de Moscou, une fois de plus, consiste comme des cartes que la Russie peut utiliser dans les relations qu'elle entretient avec les Occidentaux. Pour autant, et je terminerai par là, je pense qu'il convient non plus de ne pas surévaluer la place que tient le Moyen-Orient dans la grande politique étrangère russe. Quand on regarde les derniers documents stratégiques publiés en 2015 ou en 2016, par exemple,
on s'aperçoit que, évidemment, les intérêts vitaux de la Russie restent concentrés dans le proche étranger, la CEI, l'Union économique eurasiatique, qui continue véritablement de concentrer l'essentiel des intérêts vitaux russes. Viennent ensuite, par ordre de priorité, les relations entre la Russie et l'Occident. Alors c'est avec l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, qui continuent d'être évidemment des relations très importantes vues de Moscou. Vient ensuite la question de l'Arctique, qui est aussi une zone prioritaire, alors là, à la fois économiquement, militairement, pour Moscou, la zone Asie-Pacifique, et seulement après, le Moyen-Orient, qui apparaît en tout cas un petit peu en dessous de ces zones-là, dans les différents documents. Sur le dernier document publié en novembre 2016, donc sur le concept de politique étrangère russe, le Moyen-Orient, c'est 6 articles sur 108. C'est un peu moins d'une page sur l'ensemble du document. Donc c'est une zone importante, mais il ne faut pas non plus, à mon avis, surévaluer cette importance au regard d'autres enjeux pour d'autres pays. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je serai très heureux de répondre à vos questions dans la session de questions-réponses. Alors effectivement, je propose que dans un deuxième temps, les questions de la salle apparaissent. J'aurais juste une question alors, sur l'importance de la Syrie. On a bien compris, le Moyen-Orient n'est pas la priorité. Il n'empêche que alors les médias internationaux, en tout cas, font de ce retour de la Russie au Proche et Moyen-Orient quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais juste qu'on parle un tout petit peu du sud de la Méditerranée, Igor Delanoë, qui nous permettra sans doute de faire la transition avec l'Europe et avec Arnaud Dubien. On évoque un rôle de plus en plus précis de Moscou sur la Libye. La Russie qui joue donc un rôle croissant et affiche ostensiblement son soutien au général Khalifa Haftar. Qu'est-ce que cela veut dire quant aux accords qui avaient été signés? Est-ce qu'on peut voir la Libye comme une carte à jouer pour Moscou qui peut-être permettent une sorte, non pas de rapprochement avec l'Union européenne, mais de modifier un tout petit peu la donne? Oui, vous avez effectivement... Ça y est, il a dit son dernier mot, quelque part. Merci. Oui, vous avez raison de rappeler effectivement la question libyenne est importante. Bon, le général Haftar s'est rendu 2 fois à Moscou donc au cours de l'année passée. Il a ensuite embarqué sur le porte-avions Kuznetsov qui s'en revenait de sa mission au Levant pendant quelques heures pour notamment une visioconférence avec le ministre de la Défense Shoigu. Bon, qu'est-ce que cela traduit? Effectivement, il y a un activisme de la Russie sur le dossier libyen. Alors, on a entendu des choses sur des bases navales, des contrats d'armement. Tout ça, moi, je n'y crois pas. Je suis plus que sceptique là-dessus. Bon, déjà, sur les contrats d'armement, il faut rappeler qu'il y a quand même toujours l'embargo sur la Libye en ce qui concerne en matière de livraison d'armement. Et que Moscou, enfin, depuis que cette affaire libyenne est une affaire, Moscou a articulé toute son approche du dossier autour d'une stratégie tournée par rapport à l'ONU dans un cadre onusien. D'une part. D'autre part, si jamais la question était de pouvoir livrer des armes au général Haftar, il semblerait que ce soit en tout cas la question, des armes passent, mais elles passent par l'Égypte, qui est un proche partenaire de la Russie, ce qui semble contenter pas mal de monde. Par conséquent, il n'y a pas véritablement besoin, en tout cas pour l'instant, de revoir ce qui est actuellement en place avec cet embargo. La base navale n'en a pas besoin pour l'instant, en tout cas pas dans cette région-là, pour un tas de raisons. En revanche, ce que vous avez raison de rappeler, c'est que là où c'est intéressant pour Moscou, c'est que cette affaire libyenne, effectivement, est un casse-tête pour les Occidentaux, notamment pour les Français et les Britanniques, qui sont à l'origine de l'offensive qui avait été lancée contre le général Kadhafi, qui avait ensuite abouti à son renversement et ultimement à son exécution, et qui tentent de se démener un peu avec ce dossier à travers le gouvernement qui a été reconnu, qui est le gouvernement de Sarraj, donc dans la partie occidentale de la Libye, avec lequel la Russie a des relations, des contacts avec le gouvernement reconnu, mais évidemment pour elle a une marge de manœuvre
je dirais, plus grande pour travailler avec le général Haftar, dans la mesure où elle, si vous voulez, n'est pas à l'origine non plus, en tout cas pas à l'origine directement, du chaos qui règne dans ce pays. Donc effectivement, si l'idée c'est ensuite de développer une lutte contre le terrorisme, éventuellement l'État islamique qui pourrait s'aimer, en tout cas clairement s'enraciner dans la région, oui, ça peut devenir un élément de convergence avec les Occidentaux et les Européens notamment. Permet de faire la transition avec vous, Arnaud Dubien, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Igor Delanoë sur la question libyenne, et d'aller plus loin. Finalement, 2016, l'année de l'annexion de la Crimée et le conflit gelé en Ukraine se sont installés durablement dans le paysage géopolitique de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut en sortir ? Vaste question. Ça marche, oui. Pour revenir à la Libye, il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, c'est que, vu de Moscou, dans le narratif russe, politique étrangère, l'affaire libyenne, quelque part, est fondatrice d'une dérive, ce qui est perçu comme une dérive, devoir de protéger qui s'est mué en co-belligérance. Et je n'exclus pas, Vladimir Poutine pouvant être rancunier, qu'après avoir s'être occupé de la Syrie, il ait la tentation de revenir à la Libye, qui encore une fois est perçue comme quelque chose de négativement fondateur dans la politique occidentale et surtout européenne pour le coup. Il peut y avoir cette tentation peut-être d'utiliser cette carte pour se rendre là aussi incontournable. Ceci dit, je partage tout à fait les réserves sur l'ampleur de ce possible investissement russe en Libye. Ça reste à la périphérie de la périphérie. Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Merci à l'IREMO d'avoir organisé cette conférence. Notre conférence de ce soir porte sur les horizons de la politique extérieure russe en 2017. Alors, parfois, les nouvelles perspectives sont obstruées par des problèmes anciens. Et c'est clairement le cas lorsqu'on se penche sur le facteur ukrainien dans la diplomatie de Moscou. Du point de vue des intérêts et de la stratégie du Kremlin, l'affaire ukrainienne, en effet, est loin d'être close. Alors certes, Moscou a atteint un objectif majeur, il faut le souligner, bloquer toute perspective d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, dans l'Union européenne et dans l'OTAN pour au moins une génération, c'est-à-dire peut-être définitivement en réalité. Ce qui nous ramène d'ailleurs aux objectifs de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Selon moi, même en 2013, c'est-à-dire sous Yanukovych, avant Maïdan, la Russie s'inscrivait plus dans une logique d'entrave que d'intégration régionale. Personne ou presque à Moscou ne pensait sérieusement, n'espérait que l'Ukraine puisse adhérer et a fortiori rester durablement au sein de l'Union douanière qui entre-temps est devenue l'Union économique eurasiatique. Moscou n'avait pas plus confiance dans Yanukovych que dans M. Kouchma quelques années plus tôt. En revanche, stopper l'expansion à l'est de l'Union européenne et de l'OTAN était considéré comme vital, et c'était déjà d'ailleurs le cas en Géorgie en 2008. Alors, mission accomplie, disent certains à Moscou, mais à quel prix ? Un prix très élevé, évidemment, que ce soit au plan économique et politique. Une petite parenthèse, Moscou n'a pas pu faire, après Maïdan, après 2014, ce qu'elle avait fait en 2005-2006, après la révolution orange. C'est-à-dire profiter du caractère mouvant et, disons-le, corrompu des élites ukrainiennes pour favoriser le retour aux affaires d'élites plus sensibles aux intérêts de la Russie. Je rappelle que M. Yushchenko, en 2004, arrive au pouvoir et très rapidement, la Russie parvient, entre guillemets, à retourner certaines forces politiques à la faveur de ce marigot très 4ème République, il faut le dire, qui sévit à Kiev. Cette fois-ci, en février 2014, et ça explique, à défaut de justifier, la politique extrêmement agressive, extrêmement rapide de la Russie, la conviction que cette fois-ci, la rupture stratégique était rapide et profonde. En d'autres termes, Vladimir Poutine et les gens qui l'entourent, qui ont pris cette décision d'annexer la Crimée et ensuite d'intervenir sous diverses formes dans le Donbass, étaient convaincus que le nouveau pouvoir à Kiev
remettrait en cause ce qui fondait la relation russo-ukrainienne, en particulier les accords de Kharkov sur le stationnement de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, et s'engagerait résolument dans une candidature à l'OTAN. Alors, revenons-en au prix que la Russie paie pour les choix qu'elle a fait à partir de 2014 s'agissant de l'Ukraine. Je l'ai dit, un prix économique élevé. Il y a d'abord, mais cela est rarement souligné, la perte du marché ukrainien. L'Ukraine était le 5e partenaire commercial de la Russie. À coup de sanctions, contre-sanctions, de restrictions, l'Ukraine dans le commerce extérieur russe a pratiquement disparu. C'est vrai aussi de la Russie dans le commerce extérieur ukrainien, d'autant que le gaz, qui était l'article le plus important de ce négoce bilatéral, a lui aussi pratiquement disparu. Il y a, au titre des pertes russes, en lien avec le dossier ukrainien, les fameux 3 milliards de prêts octroyés par la Russie juste avant le départ forcé de Yanukovych, qui font l'objet actuellement d'un procès à Londres. Il y a aussi, évidemment, les sanctions occidentales. Au plan politique et stratégique, les conséquences sont aussi majeures pour la Russie. Le prix est élevé. Il y a bien sûr, c'est un sujet à part, mais c'est évident, mais il faut le rappeler, la dégradation très spectaculaire des relations avec les États-Unis et l'Union européenne, qui, effectivement, Igor l'a rappelé, part de loin. L'Ukraine est l'aboutissement, le point de décharge d'une dégradation qui remonte en réalité à 94-95. En tout cas, les premiers doutes sont apparus 20 ans plus tôt. Alors, vis-à-vis de l'Ukraine, la stratégie russe, si stratégie russe il y a, une stratégie de rupture en tout cas, laisse Moscou, de mon point de vue, privé de très nombreux leviers. Le Kremlin, et on le voit, peut punir l'Ukraine, ce qu'il fait, mais ne peut plus influencer ce que fait le gouvernement à Kiev, à ce stade en tout cas. Et rétrospectivement, on se dit que la Russie, avant Maïdan, depuis 1991, depuis l'effondrement de l'URSS, avait toutes les cartes en main, en réalité, y compris de très nombreux outils de soft power. Deux constats s'agissant de la politique russe à l'égard de l'Ukraine depuis 1991. Il y a eu une incapacité à réfléchir sur l'Ukraine, qui n'était pas considérée en réalité comme un sujet, et ce qui a entraîné évidemment une grande difficulté à définir une politique, puisque ce n'était pas un sujet. Il y a eu beaucoup de morgue et d'aveuglement, je pense, côté russe. Aveuglement que l'on retrouve chez Vladimir Poutine lorsqu'il dit par exemple que Russes et Ukrainiens forment une seule nation. Je pense que cet aveuglement-là explique beaucoup d'erreurs de calcul depuis 2014. Il y a aussi, et c'est un petit peu le prolongement de ce que je viens de dire, la projection de schémas bantaux en particulier russes ou de certitudes soviétiques sur l'Ukraine. Alors même que les Russes, les dirigeants russes, je pense aujourd'hui, ne connaissent pas ce pays en réalité. Et pour au moins une raison, c'est qu'ils ne s'en sont jamais vraiment donné la peine. Alors l'Ukraine est-elle perdue pour la Russie, comme on le lit souvent en France et ailleurs? Alors il y a effectivement beaucoup d'évolutions rapides qui accréditent cette hypothèse. On voit un phénomène générationnel, une nouvelle génération qui ont été socialisés après l'époque soviétique, qui n'ont connu que l'Ukraine indépendante, qui ont été éduqués en ukrainien essentiellement, évidemment, ne voient plus en la Russie une référence ou même un quelconque intérêt. On voit des choses intéressantes, des évolutions majeures s'agissant de la répartition des périmètres et des paroisses, par exemple, des églises, de l'église ukrainienne du patriarcat de Moscou et de l'église du patriarcat de Kiev. On voit qu'il y a des évolutions rapides et le rôle de l'Ukrainien, évidemment, est tout à fait beaucoup plus important qu'il n'était il y a quelques années. Ceci dit, j'appelle à être prudent lorsque l'on évalue l'influence russe potentielle en Ukraine. J'observe par exemple que la carte électorale a certes évolué, mais dans des proportions finalement assez limitées. Et à titre, dans un registre plus anecdotique, un journaliste américain de passage à Dnipropetrovsk il y a quelques semaines rapportait qu'il avait vu beaucoup d'installations d'antennes des habitants locaux qui cherchent à capter les télévisions russes, qui sont interdites depuis 2014. Donc, rupture, oui et non en réalité. Et on ne sait pas très bien encore, sur le moyen terme, comment
ces régions de l'arc russophone vont se comporter. Il n'y a pas, au-delà du Donbass, de tentation séparatiste, il faut être très clair. Il y a eu, je rappelle, un sondage extrêmement professionnel et intéressant qui avait été conduit par l'Institut international de sociologie de Kiev entre l'annexion de la Crimée et le début des hostilités dans le Donbass, qui montrait que seules les régions de Lugansk et de Donetsk étaient concernées par ce phénomène qui était soutenu par environ un quart de la population, ce qui est déjà assez important. Dans les autres régions d'Odessa, Dnipropetrovsk et les autres, les sentiments séparatistes à l'époque étaient de l'ordre de 3, 4 ou 5%. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les gens se reconnaissent aujourd'hui encore dans les options qui ont été, dans les choix politiques qui ont été faits après Maïdan. Donc il y a une masse, je dirais l'ancien électeur lambda du Parti des régions, qui n'est sans doute pas mort en réalité. Alors certains sont côté séparatiste, d'autres sont restés en Crimée, mais il en reste évidemment dans cet arc russophone. On ne sait pas très bien en réalité ce qu'il pense, ce qu'il veut, et quelle forme pourrait prendre, le cas échéant, ses volontés politiques. Donc je suis prudent sur l'aspect l'Ukraine est-elle perdue pour la Russie? Peut-être, mais pas sûr. Alors autre constat d'échec ou d'inquiétude pour la Russie sur le dossier ukrainien, c'est que les accords de Minsk ne sont pas appliqués et sont en réalité devenus un piège pour la Russie. Or, il faut le rappeler, ces accords de Minsk qui ont été signés en février 2015 sont globalement favorables à la Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils traduisent un rapport de force qui, à l'époque, est extrêmement défavorable à l'Ukraine et, à l'inverse, favorable à la Russie. Je rappelle que l'Ukraine a été défaite militairement à 3 reprises, à Debaltsevo, au moment même où sont négociés ces accords, à l'aéroport de Donetsk au mois de septembre et fin août 2014 à Ilovaisk. Alors, que constate-t-on aujourd'hui ? Donc, une impasse dans l'application des accords de Minsk qui s'explique par plusieurs facteurs. L'Ukraine qui conteste le volet politique, qui conteste l'ordre d'application des mesures qui sont contenues dans les accords de Minsk, et une Ukraine qui par ailleurs depuis peu grignote du terrain militairement. Et on voit que les accords de Minsk en réalité sont considérés comme un document très négatif qui ne doit pas être appliqué. Si vous lisez la presse ukrainienne, la presse de référence, vous voyez qu'elle regorge d'analyses expliquant pourquoi il ne faut surtout pas que le président fasse des concessions et applique les accords de Minsk. Il y a, je crois, côté ukrainien, une stratégie du pourrissement, une stratégie qui vise finalement au maintien des sanctions anti-russes, et peut-être une tentation de récupérer le Donbass par la force selon le scénario qui a été appliqué en Krajina en 1995 par les forces croates. En tout cas, ce sont des choses que l'on entend et que l'on lit à Kiev. Alors, la Russie, évidemment, n'est pas blanche non plus dans cette affaire, dans la non-application des accords de Minsk. On voit sur le terrain de nombreux incidents qui impliquent très souvent, pour ne pas dire majoritairement, les séparatistes. On voit très clairement des entraves à l'activité des observateurs de l'OSCE et un soutien direct aux forces séparatistes. Et on a, je crois, aujourd'hui un jeu à front renversé. Kiev, même si ce n'est pas dit comme ça, en tout cas pas au niveau gouvernemental et présidentiel, mais Kiev ne veut plus du Donbass, a tiré un trait. Seul scénario, encore une fois, qui pourrait être acceptable à celui d'une récupération militaire, mais sans volet politique. Et à l'inverse, une Russie qui, j'allais dire de bonne foi, paradoxalement, cherche à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sauf la Crimée bien sûr, à pousser ce Donbass dans une Ukraine réunifiée, le Donbass étant en réalité dans cette stratégie-là une sorte de cheval de Troie. Donc nous en sommes là aujourd'hui avec très clairement que des perdants, y compris l'Union européenne. Alors, j'ai encore 5 minutes ? Quelques minutes ? Quels éléments, selon moi, sont de nature à faire évoluer les choses ? À faire bouger les lignes, comme on dit. Il y a 2 au moins. D'une part, la politique américaine et en particulier le facteur Trump. Deuxième facteur, les possibles évolutions au sein de l'Union européenne elle-même. Alors, la politique de la nouvelle administration américaine sera déterminante à 3 niveaux. Premier niveau, les relations directes avec la Russie. Le deuxième niveau, le degré d'implication des États-Unis sous Trump dans les questions européennes, et en particulier les questions de sécurité en Europe. Et ensuite, la relation avec Kiev.
S'agissant des relations russo-américaines à venir, soyons francs, on n'en sait rien. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a chez Trump une volonté de faire un deal, comme il dit, de chercher un deal, en tout cas avec la Russie, dans une approche résolument réaliste, une approche qui convient très bien aux Russes. Les Russes sont réceptifs à la réelle politique et l'ont même appelé de leur vœu ces derniers mois. S'agissant de l'OTAN, soyons prudents, là aussi il y a eu des déclarations. Ce que l'on lit tout de même dans l'entourage proche de Trump et chez des gens qui le conseillent en politique étrangère, je pense en particulier à M. Kissinger, c'est l'hypothèse de non-élargissement de l'OTAN à l'Est. En d'autres termes, de revenir sur la déclaration du sommet de Bucarest et d'affirmer explicitement que l'Alliance Atlantique n'a plus vocation à intégrer de nouveaux membres à l'Est. Il y a un autre facteur, le troisième, donc la relation américano-ukrainienne à venir. Et là, il y a un facteur très personnel qui, à mon avis, ne doit pas être sous-estimé, surtout au vu de ce que l'on observe à Washington ces derniers jours. Je rappelle que l'Ukraine a joué un rôle dans la campagne électorale aux États-Unis. On parle souvent du rôle possible ou avéré de la Russie dans l'élection de M. Trump. Mais ce que l'on oublie, sauf les spécialistes, c'est que l'Ukraine a failli faire perdre M. Trump au mois d'août. Je rappelle qu'au mois d'août, il y a eu des révélations sur le rôle de son directeur de campagne de l'époque, M. Manafort, sur sa collaboration avec M. Yanukovych, qui n'est pas contesté, mais sur de possibles sommes d'argent en liquide. Ces documents sont révélés être faux, mais je pense que M. Trump ne va pas oublier qu'il a failli perdre les élections à cause de ça fin août. En tout cas, M. Trump a refusé de recevoir le président ukrainien Poroshenko à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Donc il y a quelques hypothèses, quelques rééquilibrages de la politique américaine qui sont à mon avis probables. D'une part, on peut exclure, je pense, une aide militaire accrue à l'Ukraine, qui était très clairement à l'ordre du jour en cas d'élection d'Hillary Clinton. En ce qui concerne l'aide financière dans un cadre multilatéral, au FMI en particulier, je pense que ce sera moins automatique. Et il est possible, c'est à voir, mais il est possible que la nouvelle administration américaine soit moins impliquée dans le maintien des sanctions occidentales. Je rappelle que à chaque échéance, c'est-à-dire tous les 6 mois, un mois avant que les sanctions européennes arrivent à échéance, le président Obama prenait son téléphone pour appeler à l'unité occidentale. Je ne suis pas certain que ça constitue une priorité de l'administration américaine. Deuxième facteur, après Trump, les évolutions en Europe. Il y a très clairement une fatigue de l'Ukraine. J'y reviendrai. Il y a également le Brexit qui marque une évolution dans les équilibres intra-européens par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, qui aussi, il faut le dire, change un peu nos priorités, les priorités de Bruxelles. Il y a chez certains États membres une certaine impatience vis-à-vis d'une normalisation avec Moscou, et il y a aussi des échéances électorales. Alors très rapidement, si on passe en revue ces facteurs, la fatigue de l'Ukraine en Europe, elle s'explique en partie par la corruption persistante. Il n'y a pas eu de rupture de ce point de vue-là, c'était d'ailleurs parfaitement illusoire, et ceux qui connaissent l'Ukraine le savaient parfaitement. Il y a une certaine déception aussi par rapport à ce qui est perçu comme une stratégie d'obstruction quant à l'application des accords de Minsk. Le mot a été utilisé par Jean-Marc Ayrault au printemps dernier à Moscou. Il y a aussi, et ce n'est pas bon pour l'Ukraine, un consensus qui s'élargit quant justement à un non-élargissement futur de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, le référendum qui a eu lieu aux Pays-Bas en avril 2016 est un jalon important. Ces dernières années, il y avait schématiquement au sein de l'Union européenne 4 groupes de pays sur l'Ukraine, sur les sanctions. Il y avait les partisans d'une ligne dure à l'égard de Moscou, les pays baltes, la Pologne, mais également la Suède, la Grande-Bretagne. Il y avait des pays, à l'inverse, plus favorable à une normalisation rapide des relations avec la Russie. Je pense à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, mais également certains pays de l'ancien empire austro-hongrois, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, dans une certaine mesure. Il y avait les indifférents, les pays pour lesquels l'Ukraine, finalement, c'est assez loin, je pense au Portugal et à l'Irlande. Il y avait la France et l'Allemagne.
que voit-on ces derniers mois? C'est que ces équilibres changent. Le Brexit affaiblit le camp des soutiens à l'Ukraine et affaiblit le camp des durs à l'égard de la Russie. Les évolutions internes en Pologne aussi affaiblissent la voix de Varsovie dans le débat européen en général, mais aussi sur ces questions-là. Donc tout ça est à prendre en compte. Il y a aussi, vous le savez, dans les semaines, dans les mois qui viennent, des élections dans plusieurs pays européens qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'Ukraine, sur le débat russe en général, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne aussi. Alors, dans ce contexte, j'en reviens à votre question, qui est une question piège évidemment, que faire pour sortir de l'impasse, pour débloquer la situation? Sans doute faire un constat lucide sur l'application des accords de Minsk, sur ce qui a fonctionné et surtout sur ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Il me semble que la seule issue, en réalité, sauf à supposer qu'on en reste là et qu'on abandonne le dossier, ce qui à mon avis n'est pas une option, en tout cas pas pour la France, pas pour l'Allemagne, pour les États-Unis, je ne sais pas. Il faut sans doute imaginer une sortie par le haut, c'est-à-dire un accord, définir un nouvel accord, les contours d'un nouvel accord qui reprendrait l'essentiel des accords de Minsk, c'est-à-dire l'idée de la restauration du contrôle ukrainien sur la frontière avec la Russie, et également l'autonomie, une forme d'autonomie en tout cas pour le Donbass. Mais je pense que pour débloquer les choses, il faudra imaginer sans doute un plan de reconstruction pour le Donbass et sans doute aussi de remise à niveau général pour l'Ukraine. Alors on peut l'appeler plan Marshall ou pas, mais en tout cas quelque chose qui soit une mesure qui motive quelque part les Ukrainiens et auquel la Russie devrait participer massivement. Et il y a dans l'autre sens probablement une discussion sur des garanties de sécurité à l'Ukraine premièrement, mais aussi vis-à-vis de la Russie, avec le débat sur l'OTAN et sur la neutralité de l'Ukraine. C'est, je pense, le seul moyen de sortir par le haut de cette affaire. L'autre option, encore une fois, étant que ça dure 10, 15, 20 ans, voire plus. D'autant que, et je parle là aussi sous votre contrôle, le plan Marshall pour l'Ukraine, il est évoqué depuis de nombreuses années. Oui, bon, c'est une formule un peu passe-partout, mais le Donbass, encore une fois, si l'on refuse l'hypothèse d'un abandon du dossier ukrainien et du Donbass, il faudra bien une reconstruction, et cette reconstruction devra se faire avec la Russie, probablement avec les Européens, mais je pense que cela va au-delà du Donbass. Je pense qu'il y a l'Ukraine a beaucoup perdu dans cette situation d'antagonisme entre Russes et Européens, au plan commercial en particulier. L'Ukraine, de mon point de vue, ne peut pas se développer économiquement tant que le marché russe est fermé. Cela implique donc une forme de normalisation politique des relations bilatérales. Merci. Merci Arnaud Dubien. On poursuit ce tour d'horizon de la politique étrangère russe pour cette année 2017 avec vous, Isabelle Facon, en particulier sur ce rapprochement de la Russie avec la Chine. Merci. Donc effectivement, je vais évoquer ce qu'on appelle maintenant souvent le pivot asiatique de la Russie. On en parle beaucoup évidemment depuis 2014 dans le contexte du conflit en Ukraine, des sanctions qui viennent d'être évoquées. Mais du côté occidental, c'est souvent pour dire que ce pivot, donc ce mouvement vers l'Asie, il est superficiel. Ça c'est un terme de The Economist novembre dernier, ou alors que c'est de la pure relations publiques, comme l'a dit un magazine d'Asie du Sud-Est au mois de septembre dernier également. Et c'est vrai que Moscou a mis vigoureusement en avant son action tous azimuts en Asie, son action diplomatique dans la région, pour envoyer effectivement le message que la Russie n'est pas si isolée que les Occidentaux le disent et le veulent dans le contexte du conflit en Ukraine. Et donc ça donne mécaniquement l'impression que la Russie instrumentalise la thématique asiatique pour tordre un peu le cou à l'idée de son isolement sur la scène internationale du fait de son comportement en Ukraine. Et objectivement, on a beaucoup de signes de mouvement vers l'Asie et en tout cas de succès relatif du côté de la politique étrangère russe en Asie depuis 2014. Alors c'est effectivement le partenariat sino-russe qui se renforce, on va évidemment en reparler. C'est l'Organisation de coopération de Shanghai qui annonce enfin
enfin qu'elle va s'élargir à l'Inde et au Pakistan. C'est le BRICS qui, bon an, mal an, avance sur la mise en place de ces institutions financières qui se veulent un peu concurrentes, sans ambition massive évidemment, mais qui se veulent quand même concurrentes de la Banque mondiale et du FMI. Et puis plus récemment, en mai de cette année, de 2016, c'est le sommet ASEAN-Russie qui, pour la première fois, se tient en Russie, sur le territoire de la Russie, à Sotchi. Alors, est-ce que ce pivot annoncé, beaucoup discuté, est superficiel ? Pas tellement. Si, en tout cas, on considère son ancrage dans le temps, puisque ça fait quand même une dizaine d'années. Et si on considère aussi ses motivations, qui sont diverses, c'est-à-dire ce ne sont pas uniquement des motivations conjoncturelles. En d'autres termes, c'est pas uniquement des choses qui sont des motivations qui sont fonction de la détérioration des relations entre la Russie et le monde occidental, dont on a parlé déjà beaucoup dans les précédentes interventions. Alors, je vais citer Vladimir Poutine qui, lors de son adresse annuelle au Parlement de l'année dernière, donc le 1er décembre, a évoqué la question. Il a valorisé, je le cite, son active politique orientale en indiquant qu'elle était motivée non pas par des considérations de court terme, c'est-à-dire l'état dégradé des relations avec l'Union européenne d'un côté, les États-Unis de l'autre, mais bien, je le cite toujours, par des intérêts nationaux de long terme et les tendances du développement global. Alors, on n'est pas obligé, évidemment, de prendre pour argent comptant tout ce que dit Vladimir Poutine. Et il y a effectivement beaucoup de raisons qui amènent à soupçonner la Russie d'être avant tout dans une opération de com'. Et pour autant, l'effort de rééquilibrage progressif de la diplomatie, notamment la diplomatie économique dont parlait tout à l'heure Igor pour le Moyen-Orient, c'est pas vraiment une nouveauté. Et on a vu lentement mais sûrement une Russie qui a commencé à partir, je dirais, du milieu des années 2000 à consacrer beaucoup plus d'énergie au vecteur asiatique de sa politique étrangère. Et il semblerait qu'il y ait une assez forte volonté de Vladimir Poutine à cet égard et qui est liée à différents facteurs. Le premier, c'est ce que beaucoup d'autres ont fait, les États-Unis bien sûr, mais aussi les Européens et d'autres, c'est-à-dire la prise en compte du déplacement des équilibres économiques, mais aussi stratégiques internationaux vers l'Asie. Sur le plan stratégique, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine, mais puis le pivot annoncé plus tard par les États-Unis vers l'Asie-Pacifique, que peut-être les Russes d'ailleurs avaient anticipé, puisque ça fait un moment qu'ils regardent, non sans dépit, les États-Unis considérer de plus en plus la Chine montante comme le principal challenger. Alors d'un côté, ça les embête, puisqu'il n'y a pas si longtemps, c'était eux le principal challenger stratégique des États-Unis, mais de fait, ils ont marqué une sensibilité particulière en observant ce phénomène. Il y a eu un coup d'accélérateur aussi, je crois, au moment de la crise financière et économique globale de 2009-2010, où on a vu la Russie rechercher des nouvelles opportunités dans le domaine économique, énergétique, du côté de l'Asie. Et puis toujours cette idée que si la Russie veut être considérée comme une puissance qui pèse globalement, qui n'est pas seulement une puissance régionale. On se souvient qu'Obama a dit ça avec les Russes. On a l'impression que depuis, les Russes n'arrêtent pas de vouloir montrer à quel point c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste important dans la vision stratégique russe, ne pas être seulement une puissance régionale, mais une puissance qui pèse sur tous les grands dossiers mondiaux. Et donc, elle ne peut plus faire l'économie d'une présence plus marquée dans cette région hautement dynamique et vers laquelle, objectivement, se déplacent les équilibres stratégiques mondiaux. Le deuxième élément, et ça touche beaucoup plus à la problématique interne de la Russie, c'est-à-dire la nécessité de développer les territoires extrême-orientaux de la Russie. Alors, peut-être que Igor et Arnaud, qui sont là-bas tout le temps, vont pouvoir valider cette information. Il paraîtrait qu'en 2017, la Russie va émettre un nouveau billet de banque qui comporterait sur une face une image du nouveau cosmodrome qui est basé en Extrême-Orient, Vostochny, et sur l'autre face, un pont qui relie Vladivostok à l'île Rouski. Donc, je ne sais pas si vous validez l'information. Vous ne l'avez pas vu. Mais bon. Et donc, on a une préoccupation par rapport au développement de l'Extrême-Orient qui comporte deux volets et qui sont un peu paradoxaux. Enfin,
en tout cas qui se répondent l'un à l'autre, de façon qui montre une tension du côté russe. Non seulement l'idée que pour développer ces territoires, dont vous savez qu'ils sont de plus en plus dépeuplés, désindustrialisés, en pas très bonne santé générale, il faut accepter une participation des acteurs asiatiques pour accompagner, si possible, le développement économique et la modernisation de la région par des investissements, par l'attraction de technologies, mais aussi de main-d'œuvre, et donc en d'autres termes, profiter du dynamisme de la région, la Grande Asie, et en même temps le besoin perçu d'accompagner assez fortement ce mouvement qui voit les acteurs économiques locaux et politiques aussi se tourner de plus en plus vers des partenaires en Asie, avec toujours cette crainte côté russe d'une peur de perte de contrôle de ce type de développement, et dans le cas de la Chine, probablement une peur latente d'une perte de souveraineté à terme si on n'accompagne pas au minimum le mouvement. Donc toujours ce balancement russe qu'on observe d'ailleurs dans d'autres coins du monde sur, d'un côté, il faut s'intégrer, il faut profiter des dynamiques économiques globales, et en même temps une attitude un peu défensive par rapport aux implications possibles de cette intégration. Et puis un troisième élément qui a amené ce souci plus poussé et plus marqué sur les enjeux asiatiques, c'est la prise en compte évidemment de la détérioration des rapports politiques et stratégiques avec les pays occidentaux, et je rejoins complètement ce que mes deux amis ont déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement l'Ukraine c'est pas le déclenchement, c'est plutôt le symptôme ultime de cette dégradation structurelle des rapports entre la Russie et l'Occident. Mais encore une fois, c'était pas le facteur unique. Le pivot vers l'Asie n'est pas motivé uniquement par les considérations liées à l'état des relations avec l'Occident. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais on peut évoquer quelques fruits de ce rééquilibrage qui est progressif, qui c'est pas phénoménal. On en reparlera. Pour l'instant, il est très 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 chinois, ce pivot vers l'Asie. Mais si on regarde les exportations russes d'hydrocarbures vers les pays de la zone Asie-Pacifique, au cours des 10 dernières années, elles ont été multipliées par 15 et elles représentent aujourd'hui à peu près 25% des exportations totales d'hydrocarbures de la Russie. Donc il y a quand même une évolution. Dans l'effort bien connu de la Russie pour diversifier ses marchés d'armement, il y a toujours le marché chinois qui s'est redynamisé récemment. Mais si on regarde le Vietnam, aujourd'hui, c'est entre 85 et 90% de leurs importations d'armement qui viennent de Russie, Myanmar, Malaisie, Indonésie et beaucoup d'autres. Et aussi le commerce, autre exemple, le commerce entre la Russie et les pays de l'ASEAN qui a été multiplié par 5 entre 2005 et 2014. Alors ça demeure peu, puisque ça représente seulement 1% du commerce extérieur de l'ASEAN. Donc c'est très très progressif, mais il y a quand même des tendances à noter. Et ça tient au fait que si le pivot n'est pas si superficiel qu'on peut parfois le dire, il est clairement difficile. D'abord parce qu'en interne, tout le monde ne semble pas forcément très intéressé ou volontaire pour poursuivre cette dynamique voulue par le président Poutine. Et beaucoup d'experts font part de l'inertie que manifesteraient les administrations russes pour donner plus de corps finalement à ce pivot vers l'Asie. On a même eu parfois l'impression que Vladimir Poutine essaye d'une certaine façon de mettre à profit la crise dans les relations avec l'Occident pour essayer de faire accélérer le mouvement. Et là, je reprendrai une image qui avait été amenée par Andrei Gratchov, qui était donc un conseiller de Gorbatchev, et qui, lors d'une conférence en 2014, avait utilisé une image assez amusante pour expliquer la disproportion qu'il y a dans les préoccupations des élites russes, et présenter la Russie comme un animal légendaire, un peu comme une chimère en fait, avec une toute petite tête européenne, disait-il, et un gros corps asiatique, dont les 3/4 du territoire donc, sont situés au-delà de l'Oural, etc. Et donc il utilisait cette image pour dire que l'élite politique et culturelle russe a toujours été tournée vers l'Europe et que c'était quand même assez difficile de la faire évoluer vers un regard un petit peu plus et un intérêt plus poussé vers les questions asiatiques. Et donc pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup de ces experts, ça veut dire qu'au premier signe de réchauffement avec les pays occidentaux, on risque de voir les élites et les administrations qui sont déjà pas forcément extrêmement volontaires se tourner d'autant plus, tourner à nouveau le dos
aux Asiatiques. Et il semblerait que Gazprom ne soit pas toujours non plus très volontaire pour suivre exactement les volontés de Poutine sur ce qu'il convient de faire avec les partenaires en Asie. Et puis surtout, donc ça c'est les difficultés internes, les blocages internes, les pesanteurs et inerties internes. Il y a aussi la question de la complexité de la relation avec la Chine que vous évoquiez tout à l'heure. Et c'est vrai qu'un élément solide, vraiment stable de la présence de la Russie en Asie depuis la fin de la guerre froide, c'est la relation avec la Chine qui s'est développée constamment, progressivement, avec beaucoup de détermination des deux côtés depuis 25 ans. Et on peut, je pense, dire, comme le disent beaucoup d'experts russes, que l'évolution des relations avec la Chine, c'est un des succès de la politique étrangère de la Russie dans les années 90, et donc qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Et moi, j'ai l'impression, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'au cours du dernier quart de siècle, les Russes et les Chinois, indépendamment de choses qui sont claires, c'est-à-dire des arrière-pensées, des méfiances résiduelles, ils ont beaucoup de raisons de ne pas se faire confiance à titre historique, mais je trouve qu'ils ont acquis finalement une capacité à faire avancer malgré tout ça leurs relations, une capacité à parler des questions qui fâchent et à établir un vrai modus vivendi malgré toutes ces divergences et arrière-pensées qui sont réelles dans leurs relations. Et donc pour ça, je ne miserai pas, comme le font beaucoup d'observateurs occidentaux, je ne miserai pas forcément sur un détricotage rapide des relations sino-russes à cause de l'Asie centrale, ou parce que Trump ferait soudainement les yeux doux à la Russie, parce qu'il voudrait s'allier avec la Russie contre la Chine. Et de la même manière, c'est pas parce que les Russes et les Chinois discutent très durement, négocient très durement parfois sur les enjeux gaziers, que demain leur relation va s'effondrer. Ça, j'en suis pas du tout persuadée. Mais c'est vrai quand même que la nouvelle donne créée par la situation en Ukraine a vraiment accéléré le développement de la relation, et elle a fait sauter des verrous. Et là, je pense que oui, sur certains des verrous qui ont sauté, la Russie, sans doute, aurait préféré rester plus prudente. Alors, je pense notamment à certains volets de la coopération dans le domaine de l'armement, sur cette idée maintenant qui a été officialisée en mai 2015 d'une une connectivité entre l'Union économique eurasiatique d'un côté, les nouvelles routes de la soie chinoises de l'autre. Les Russes initialement n'étaient pas forcément extrêmement enthousiastes sur toute cette dynamique liée aux nouvelles routes de la soie chinoises. Et je dirais aussi sur la mer de Chine du Sud, où la Russie est sortie de sa réserve traditionnelle sur le sujet. Alors elle prend pas parti dans les conflits bilatéraux sur le sujet, mais elle est quand même sortie du bois pour parler de manière plus vigoureuse qu'avant sur le rôle négatif des États-Unis dans cette problématique-là. Et elle a tenu, comme vous le savez, des exercices avec la marine chinoise en mer de Chine du Sud en 2016. Et tout ça, le fait que quand même pour la Russie, il y a des verrous qui ont sauté et que peut-être la Russie aurait préféré y aller plus prudemment, ça renvoie au fait que la relation forte avec la Chine complique de fait son pivot vers l'Asie. Parce que le pivot vers l'Asie, initialement, il ne se voulait pas uniquement chinois. C'est-à-dire qu'au contraire, une des motivations, la quatrième peut-être du pivot de la Russie vers l'Asie, c'était non pas de faire contrepoids, relation d'hostilité en partenariat avec le Japon contre la Chine, etc., mais plutôt l'idée d'avoir équilibré cette relation avec la Chine, qui est quand même assez vitale sur le plan économique, stratégique, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir des facteurs d'équilibre en Asie par des relations approfondies avec d'autres. Et les autres, ce sont notamment le Japon, l'Inde, etc. Des pays qui vont certainement pas rester sans demander à la Russie des positionnements clairs, en tout cas sur la façon dont elle voit la relation avec la Chine, les implications sur les grands équilibres en Asie, etc. Donc il y a effectivement un pivot, mais il n'est pas simple. La Russie part de loin. Politiquement, elle a du mal à persuader qu'elle est vraiment utile, qu'elle apporte quelque chose en matière de sécurité en Asie. La proximité culturelle n'est pas du tout la même que celle que la Russie peut avoir avec le monde européen. Et donc ça, c'est quand même des choses qui pèsent dans l'établissement des relations. La Russie n'a de relations fortes finalement qu'avec un nombre assez limité de pays. Alors en dehors de la Chine, il y a quand même la relation avec l'Inde. La relation ambivalente, compliquée avec le Japon, il y a le Vietnam. Mais il y a
des petits éléments. Par exemple, le rejet par l'ASEAN au printemps 2016 de la demande de la Russie d'un statut de partenaire stratégique laisse entendre que la route sera peut-être longue avant que la Russie parvienne à convaincre les pays asiatiques du caractère constructif de son engagement dans la région. Cela dit, j'exclurai pas que la Russie, par ailleurs, comme elle l'est d'une manière générale dans l'ensemble de sa diplomatie, qu'elle soit spontanément plus intéressée par des rapports entre grandes puissances en Asie, plutôt que de vraiment vouloir cultiver des relations dans des cadres multilatéraux avec ce qu'elle voit comme des petits pays, même si elle a un affichage qui se veut assez multilatéraliste, etc. Dans les faits, je pense que la vision de la Russie en Asie, comme un peu partout sur la scène mondiale, c'est le jeu des puissances. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est habituée à penser les rapports internationaux. Et puis, sur les enjeux stratégiques en Asie-Pacifique et même en Asie orientale, finalement, son image est assez brouillée par sa difficulté à se positionner de plus en plus entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et ça, je suis pas certaine que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche va simplifier beaucoup les choses. Alors, pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de pivot, effectivement, si par pivot on entend une rupture des liens avec l'Europe au profit d'un nouveau grand partenariat entre la Russie et l'Asie. Il y a un effort de rééquilibrage qui est long, qui est assez difficile à orchestrer. Il n'est pas du tout question, je pense, de rompre avec l'Europe, même si la tendance côté russe, c'est de dire que la balle est dans le camp des Européens et qu'on attend leurs signaux. Mais si on regarde le concept de politique étrangère, le nouveau, celui de novembre 2016 que Igor a mentionné tout à l'heure, assez classiquement, l'ex-URSS apparaît en premier, suivi de l'Europe, de la zone euro-atlantique, donc Europe, États-Unis, et le Pacifique arrive toujours derrière. Et je pense que la Russie restera probablement plus volontaire pour continuer à travailler à corriger ce qu'elle estime être l'architecture de sécurité en Europe, pas très équilibrée à son sens, plutôt que, malgré les affichages, d'essayer de travailler à des contributions pour une nouvelle architecture de sécurité en Asie-Pacifique ou en Asie orientale. Mais les choses bougent quand même. Et ce qui me frappe aujourd'hui, pour vraiment conclure, c'est que la Russie, désormais, intègre assez régulièrement l'Asie quand elle parle dans son discours sur l'Europe, en fait. Et notamment dans ce concept de politique étrangère, elle dit, que je cite le concept, « L'objectif stratégique des relations entre la Russie et l'Union européenne, c'est la formation d'un espace économique et humanitaire commun depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. » Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Au moment du Forum économique de Saint-Pétersbourg de juin dernier, Vladimir Poutine a proposé une nouvelle vision de la coopération économique en Eurasie qui, dans sa vision, serait fondée sur un grand partenariat eurasiatique. Alors, il entend par là un réseau d'accords commerciaux entre pays de l'Union économique eurasiatique, de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'ASEAN, mais aussi de l'Union européenne. Et à mon sens, ça traduit beaucoup de choses, y compris un certain inconfort de la Russie par rapport à un certain nombre de réaménagements en cours en Eurasie. Arnaud vient d'évoquer les troubles, la complexité du développement de l'Union économique eurasiatique sans l'Ukraine et avec l'impact aussi de la crise ukrainienne sur la relation de la Russie avec ses partenaires au sein de l'Union économique eurasiatique. Il y a aussi un inconfort, je pense, même si la Russie veut essayer d'en profiter, mais il y a quand même un inconfort face à l'impulsion que donne la Chine avec ses nouvelles routes de la soie par rapport à la plaque eurasiatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Je pense que ça lui pose beaucoup de questions. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas du tout statique et ça ne se limite pas à des messages occidentaux qui voudraient dire « Attention, si vous ne voulez pas de moi, eh bien, je vous quitte au profit des Asiatiques ». Et je trouve que c'est finalement assez cohérent avec les idées qui sont affichées dans le nouveau concept de politique extérieure russe, qui dit, et je terminerai là-dessus, le processus de mondialisation entraîne la formation de nouveaux centres d'influence économique et politique. Le potentiel mondial de force et de développement est en train de se disperser et de se déplacer vers la région Asie-Pacifique. Les capacités de l'Occident historique pour dominer dans l'économie et la politique mondiale se réduisent. Alors là, je pense que la Russie, quelque part, se félicite de ce qu'elle voit se dessiner.
Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, même des gens comme Fukuyama ne disent plus que c'est pas vrai, que ces évolutions sont devenues quand même assez tangibles. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle essaye de se positionner au moins mal dans cette nouvelle configuration qui est en train de se dessiner, qui est difficile à saisir, sachant que pour le volet asiatique, elle part d'assez loin quand même. Et alors Isabelle Facon, si on veut aller plus loin sur les évolutions, pour en revenir à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et le détricotage des grands traités transatlantiques et transpacifiques, c'est une bonne nouvelle pour la Russie ? De toute façon, la Russie, sur les grands traités, ça, elle militait contre ces traités. Elle parlait d'accords exclusifs avec vocation géopolitique, etc. Donc je pense qu'elle va s'en féliciter. Mais je pense que les Russes ne sont pas si... Bon, bien sûr, c'est pas une mauvaise nouvelle pour eux, l'élection de Donald Trump, mais justement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce que ça va vouloir dire du point de vue de leur positionnement vis-à-vis de la Chine ? Mais avant même cette question, c'est est-ce que Trump va pouvoir briser le consensus plutôt anti-russe quand même qui domine à Washington ? Comment il va pouvoir faire ? Et donc, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de certitudes pour l'instant à Moscou sur ce qui va pouvoir évoluer de ce point de vue-là. Et je pense que les Russes, je crois, aiment bien créer de l'incertitude, mais ils préfèrent évoluer dans un environnement stable. Et là, j'ai l'impression que la situation actuelle ne va pas dans ce sens. Et la question qui se pose, c'est évidemment de savoir comment Poutine va interagir avec l'administration Trump. Voilà, je pense que merci à chacun pour ces exposés vraiment très, très clairs et éclairants. Et je vous propose maintenant de poser des questions et je vous laisse le micro. Bonsoir, Laurent Chamontin, écrivain. Une question pour Monsieur Dubien. Vous avez évoqué des scénarios où la Russie restait stable. Alors, la Russie a aussi des facteurs d'instabilité interne. Enfin, on sait bien que c'est classiquement un géant au pied d'argile et aujourd'hui comme dans le passé. Alors est-ce que ces facteurs d'instabilité interne ne peuvent pas conduire à une déstabilisation interne ? Et donc influencer sur la politique ukrainienne, c'est ça que vous... Oui, sur la position de la Russie en général. Écoutez, partons du principe, puisqu'on parle de la Russie, que tout est possible et que la Russie a souvent tendance à nous surprendre. Donc rien n'est éternel, et en Russie comme ailleurs. Je pense cependant, alors encore une fois, Igor et moi vivons en Russie, même si on vient souvent en France, donc il faut se méfier des effets d'optique. Je pense que je ne suis pas sûr que ce soit le vrai problème à court terme. Et je pense que beaucoup de gens, de ce point de vue, prennent leur désir pour des réalités. Voilà. Et je pense en particulier que Poutine n'est pas menacé et que la Russie n'est pas à la veille d'une insurrection anti-Poutine. Ce n'est pas du tout de même que la Russie n'est pas à la veille d'un effondrement économique. L'une des grandes leçons, et là je suis très affirmatif pour le coup, l'une des leçons de ces 2 dernières années, c'est que la Russie ne s'est pas effondrée économiquement. La Russie a traversé un sérieux choc. Je rappelle que le PIB a reculé de 3,7% en 2015. L'année dernière, moins 0,5%. Mais l'économie russe n'est pas en lambeaux, comme l'a un peu imprudemment affirmé Barack Obama. La résilience de l'économie russe a été manifestement sous-estimée par certains ici. Donc, pour en revenir à votre question, est-ce qu'il y a des facteurs d'instabilité ? Est-ce qu'on peut totalement exclure non pas un effondrement, un effritement? Non, on ne peut rien exclure. On connaît bien les facteurs de fragilité interne de la Russie, ils sont multiples. Il y a évidemment la composition même de la population russe, le fait que la Russie en réalité reste comme l'URSS un empire quelque part, avec toute la problématique de la multi-ethnicité, de la pluriconfessionnalité, qui sont gérées de façon différente d'ailleurs selon les régions. Donc ça c'est un facteur évidemment qui reste, qui est permanent, qui apparaît comme plus ou moins menaçant du point de vue de la centralisation de l'État russe. Bon, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit un problème... Enfin si, c'est un problème en Tchétchénie, ça c'est sûr. Disons que les apparences ont été sauvées,
avec l'arrivée de Kadyrov père puis fils, c'est-à-dire que le deal a été de créer l'apparence d'un retour de la Tchétchénie dans le giron fédéral. Ça, c'est fait. Avec la contrepartie, ou en tout cas, je dirais l'autre face de la réalité, c'est que la Tchétchénie n'a jamais été aussi éloignée de la Russie, du reste du corps social économique depuis le 19e siècle. Bon, ça, c'est très particulier. Donc, je pense en réalité que la Russie, l'alignement des astres est assez favorable. Des astres extérieurs, avec, encore une fois, beaucoup de questions sur Trump, les États-Unis. Et c'est central parce que ça influe les autres axes de la politique étrangère russe, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Asie, en Syrie. Il y a une interrogation, mais là, pour le coup, je pense que l'incertitude est plutôt positive, vue de Moscou. Les Russes étaient certains que ça se passerait mal avec Clinton, très mal. En septembre-octobre, à Moscou, même des gens très raisonnables s'attendaient à des scénarios extrêmement durs, qui paraissaient déraisonnables, mais c'était sincère, c'était angoissant et angoissé. Trump introduit une incertitude positive dans le sens où les Russes se disent peut-être qu'il y aura des marges de discussion, peut-être une approche plus réaliste, et ils observent avec beaucoup d'intérêt que l'un des principaux conseillers, en tout cas l'une des personnes qui a l'oreille de Trump sur ces questions-là, c'est Kissinger. Et Kissinger a une relation de longue date avec Poutine. Kissinger a écrit des choses extrêmement intéressantes du point de vue russe sur la relation bilatérale, sur l'OTAN. Et donc les Russes, je ne pense pas qu'ils ont fait hier Trump en réalité, mais en tout cas ils observent avec beaucoup d'intérêt ce que pourrait faire Trump, malgré son relatif isolement à Washington. L'une des questions, on le voit actuellement avec le Sénat en particulier, qui cherche à promouvoir un texte de loi qui empêcherait Trump de lever les sanctions sans son aval. Mais il y a un interstice, en tout cas une possibilité, et de ce point de vue, le premier contact entre Poutine et Trump sera déterminant. Soit les choses se passent bien, soit la rechute peut être spectaculaire et peut-être même plus virile et violente que sous une hypothétique présidence Clinton. Donc je m'éloigne un peu de votre question. Je pense que oui, la Russie a des fragilités internes bien connues, nombreuses. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un sujet alarmant du point de vue du pouvoir. Je pense que la Russie potentiellement a une fenêtre intéressante pour elle, avec un contexte extérieur plus favorable, qui d'ailleurs peut avoir des effets bénéfiques sur le contexte politique intérieur. Ceux qui se réjouissent le plus d'un hypothétique dégel russo-occidental, ce sont les libéraux russes, parce que conduire des réformes dans un contexte de guerre presque ouverte avec l'Occident est absolument impossible. Il est possible qu'il y ait une fenêtre pour la Russie de relative décrispation extérieure et intérieure jusqu'en 2021. 2021, pourquoi 2021 ? Parce que c'est les prochaines élections législatives et sans doute l'échéance à laquelle va se poser, comme en 2007, la question de la succession de Vladimir Poutine. Donc je pense que jusqu'en 2021, il y a potentiellement une fenêtre de stabilité et d'évolution positive, et qu'à partir de 2021, les choses, alors pour le coup, les facteurs internes liés à la succession de Poutine peuvent devenir plus inquiétantes. Une autre question. Merci. Bonsoir, j'ai deux questions, l'une pour M. Delanoë et l'autre pour M. Lubien. Pour M. Delanoë, la question c'est de savoir si votre scepticisme concernant une base navale en Libye. La question, c'est de savoir si votre scepticisme concernant une base navale en Libye concerne précisément la Libye et uniquement la Libye ou concerne l'ensemble de la Méditerranée. Parce que j'observe d'une part que depuis plusieurs années, des responsables russes font état de la volonté de la Russie d'avoir des bases ou des points d'appui dans différentes régions du monde, si possible, et que pendant longtemps, des spécialistes nous disaient que la base de Tartous, enfin les facilités navales de Tartous, c'était mineur, c'était pas très important, et qu'il y a quelques jours, les Russes et les Syriens ont décidé d'étendre la base, qu'il y a un bail maintenant sur la base aérienne près de Latakia. Donc cette présence militaire russe en Syrie, qui était la seule en Méditerranée, me semble en fait assez importante. Et donc est-ce qu'elle suffit à la Russie ou est-ce que vous ne pensez vraiment pas qu'en Libye, ils peuvent être intéressés par d'autres facilités ou dans d'autres régions, dans d'autres zones de la Méditerranée? Et la question de M. Lubien, c'est de savoir, concerne les garanties de sécurité, qui sont un terme un peu ambigu dont vous avez parlé.
Est-ce que la Russie se satisferait d'une déclaration de neutralité de l'Ukraine, à la manière d'un pays comme le Turkménistan, par exemple, ou est-ce qu'il faut vraiment que les Occidentaux, l'OTAN, déchirent Budapest solennellement et disent la main sur le cœur que jamais on n'étendra ni l'Union européenne ni l'OTAN au-delà. Donc, où est-ce qu'est la limite de crédibilité des garanties de sécurité pour Moscou dans un règlement? Merci beaucoup. Oui, merci de votre question. Bon, alors effectivement, de quoi il est question avec Tartous? Il y a cet accord qui a donc été signé récemment pour un bail sur 49 ans, extensible à 25 ans, gratuité donc de la location. Enfin voilà, il y a tout un document qui est très clair là-dessus. Ce qu'il faut déjà savoir avec Tartous, comme vous l'avez rappelé, c'est que ce n'est pas aujourd'hui encore une base navale. On ne peut pas appeler ça une base navale. Ce sont des installations très modestes. Il y a 2 ponts flottants, 2 quais flottants, quelques casernes. Et avant l'intervention militaire russe, tout au plus une centaine de personnes pour servir la base, dont du personnel civil. Donc c'était quelque chose de très modeste. Et c'est le premier point. Et deuxième point, il existait, une fois de plus, avant l'intervention militaire de la Russie en Syrie, déjà un plan de mise à niveau de cette facilité qui avait été échafaudé de mémoire vers 2005-2006, budgété, qui avait été commencé, mais gelé en raison du conflit syrien, puisque la Russie ne souhaitait pas financer des installations qu'elle pouvait potentiellement perdre compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. Effectivement, une fois de plus, avant son intervention en Syrie, lorsqu'elle avait gelé ce processus de modernisation, qui avait pour but ultime effectivement d'arriver là à la création d'une base navale qui aurait été capable effectivement de recevoir des navires de premier rang, qu'elle n'a pas en nombre, mais j'y viendrai après. Elle s'était tournée vers d'autres États de la Méditerranée orientale pour envisager d'autres options. On a parlé de Chypre. Alors avec Chypre, il y a un accord qui a été signé, mais qui, somme toute, l'accord qui existe déjà, par exemple, entre Chypre et la France, entre Chypre et l'Allemagne, pour que des navires de guerre puissent relâcher de façon, je dirais, assez classique, recharger les cuves d'eau fraîche, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour des opérations logistiques légères. Il n'y a pas d'emprise au sol, ni rien de la sorte. Il se dit aussi que le Monténégro aurait été approché, aurait fait l'objet, je dirais, de démarches en ce sens-là, mais compte tenu de la trajectoire du Monténégro, qui se rapproche de l'OTAN et qui a des relations approfondies avec l'Union européenne, évidemment, ce n'est pas une option qui a été viable. Et puis, il y a eu l'intervention militaire. Alors, moi, pourquoi je suis sceptique? Si on regarde les interventions militaires russes, les dernières, donc 2008 Géorgie, 2014 Ukraine, Crimée, et là 2015 Syrie, et qui continuent, systématiquement, ce sont des opérations où donc il y a eu recours à la force, parce que la Russie percevait la perte imminente ou l'arrivée imminente d'une défaite géopolitique, une défaite grave géopolitique. Sur la Géorgie et sur l'Ukraine, c'est clairement la perte de pays qui passent dans l'autre camp, le camp euro-atlantique. Et pour la Syrie, c'est la perte du dernier allié dans la région. En dehors de ces cas de figure-là, il y a pas de recours à la force, je dirais, pour aller renverser peut-être des régimes, je ne sais où, au Moyen-Orient, en Afrique ou je ne sais pas où. Donc, et par conséquent, la perception qu'il y a des intérêts très concrets, une fois de plus, tout à l'heure Isabelle évoquait les rapports de grande puissance dans un monde à l'ordre en recomposition multipolaire. Bon, c'est un peu la lunette d'analyse. Et dans ce sens-là, en Libye, il n'y a pas vraiment de nécessité. Quels sont les intérêts russes dans la région qui nécessiteraient une présence permanente d'un corps expéditionnaire avec une base navale, une base aérienne, sans compter le coût diplomatique que ça pourrait avoir dans cette partie-là de la Méditerranée avec des pays avec qui ça fonctionne bien. Je pense à l'Égypte ou à l'Algérie. Comment ça serait perçu en Égypte ou en Algérie, par exemple, cette présence permanente? À vrai dire, moi, je n'y crois pas. Puis avec quel gouvernement on signerait? Avec Sarraj, avec Haftar, qui n'est pas reconnu. Tout ça me paraît très, 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 très bancal. Et pour terminer sur ce scepticisme que vous rappeliez, enfin mon scepticisme, aujourd'hui la voilure de la marine russe et son activité ne justifie pas d'entretenir, je dirais, un chapelet de bases navales en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, au-delà de ce qui existe à Tartous, en Afrique du Nord, ou je ne sais où. Il y a une diplomatie navale qui se poursuit, avec quelques navires qui vont à Cuba. Récemment, on a eu des choses. On a eu des visites au Japon, en Corée du
du Sud jusqu'en Indonésie ou ailleurs, mais il n'y a pas, à vrai dire, de nécessité opérationnelle et compte tenu de l'activité de la marine russe qui ferait qu'on devrait réouvrir, financer, payer ce genre de base, sans compter, je dirais une fois de plus, le coût diplomatique ou le coût politique que ça pourrait avoir vis-à-vis du positionnement de la Russie dans certaines régions particulièrement tourmentées. On parlait de la mer de Chine du Sud. Bon, voilà, c'est un cas de figure. Voilà, ce ne serait pas forcément commode pour la Russie de s'installer là-bas en permanence. Arnaud Dubien. Sans parler de l'Italie, qui est un pays proche de la Russie en Europe et qui, à mon avis, ne verrait pas d'un très bon œil une présence militaire permanente en Libye. Pour revenir à votre question, c'est une question centrale en réalité à supposer qu'on en arrive là, c'est-à-dire une grande discussion sur l'Ukraine, ce qui n'est pas garanti. Mais sans régler ça, on ne réglera rien. Il est clair que si on ne met pas sur la table, et si on ne trouve pas un accord, quand je dis on, c'est tout le monde, occidentaux, russes, mais ukrainiens aussi, il n'y aura pas de règlement durable de cette crise. Compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu de l'état d'esprit des uns et des autres, et en particulier de l'absence de confiance totale entre les acteurs, il est clair qu'une déclaration unilatérale de neutralité, que de toute façon les Ukrainiens ne vont pas signer, évidemment ne suffira pas du point de vue russe. Donc évidemment une déclaration solennelle, enfin ce qui peut être le plus engageant juridiquement, est la solution qui sera poussée par les Russes, à supposer encore une fois qu'on en arrive là. Donc oui, ça veut dire en réalité revenir sur ce communiqué final du sommet de Bucarest, qui était lui-même un compromis. C'est-à-dire, je rappelle qu'à l'époque, la France et l'Allemagne avaient refusé d'octroyer à la Géorgie et à l'Ukraine le plan d'action en vue de l'adhésion. Et les États-Unis ont dit d'accord, on ne peut pas, mais ont insisté pour que figure cette phrase qui dit qu'un jour, ces pays ont vocation à rejoindre. Et c'est un jour, ça peut être dans 50 ans, jamais, mais ça reste sur le papier. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, la Russie va essayer, le moment venu, si ce moment vient, d'obtenir la garantie la plus juridiquement contraignante. D'autant plus qu'il y a en Ukraine même et ailleurs, enfin, les Russes constatent qu'une alternance politique dans la région peut entraîner un basculement géopolitique favorable ou défavorable d'ailleurs. Alors l'autre question, c'est qu'est-ce que les Occidentaux sont prêts à mettre sur la table? Est-ce que les Occidentaux sont prêts à envisager ça? Je pense intuitivement que l'idée fait son chemin sur laquelle l'Ukraine n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne dans sa forme existante, en tout cas ni l'OTAN, surtout sous l'administration américaine. Mais il y a un autre problème qu'on ne peut pas évacuer, ce serait irréaliste et assez amoral d'ailleurs. Il y a d'un côté, je pense, une réelle nécessité de ne pas laisser passer une potentielle nouvelle occasion de remettre les choses à plat avec la Russie. Il y a eu 3 rendez-vous manqués pour l'instant, en 92, en 2001 et en 2009. Peut-être qu'on peut imaginer, dans le nouvel alignement des astres que j'ai évoqué, une possibilité de revenir à ce dossier qui est crucial. Bon. Mais il y a, dans l'autre sens, il y a le point de vue ukrainien. C'est-à-dire qu'on parle des garanties nécessaires, et elles ne seront pas seulement symboliques et déclaratoires, vis-à-vis de la Russie, et le point crucial, c'est l'OTAN et l'élargissement de l'OTAN. C'est la seule chose qu'il considère comme relevant de l'intérêt vital. Mais on ne peut pas évacuer le point de vue ukrainien. C'est-à-dire qu'il y avait le mémorandum de Budapest, il y a eu l'affaire criméenne. Quelle garantie pour l'Ukraine? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en contrepartie d'un non-élargissement de l'OTAN, qui, à mon avis, est très souhaitable, comment on garantit réellement la sécurité de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir, alors même que on ne peut pas lui offrir ce qu'elle veut vraiment, mais qui était réalisable, c'est-à-dire l'entrée dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Il y a un vrai... D'où l'idée, enfin je pense qu'on va y venir, j'imagine, je l'espère en tout cas, d'un plan de reconstruction de l'Ukraine, économique, de remise à niveau, avec des facilités de commerce avec l'Union européenne, c'est déjà sur la table, mais également une reprise du commerce avec la Russie qui est vitale pour l'Ukraine, plus que pour la Russie d'ailleurs, même si c'est important pour elle aussi. Donc, pour revenir à votre question, déclaration, oui, contraignante, du point de vue russe, mais une grande interrogation sur ce qui pourrait être satisfaisant pour les Ukrainiens qui
une partie, je dirais, quelque part victime, et qui voient leurs aspirations profondes, sincères, bloquées. Donc, à supposer, encore une fois, qu'on en arrive à ce moment-là, ce ne sera vraiment pas simple. Et puis, il y a autre chose. On a parlé de Trump tout à l'heure. C'est un peu la divine surprise, même si on ne sait pas vraiment ce qu'il va réserver par la suite, vu de Moscou. Mais les Russes ne pensent pas que, du jour au lendemain, l'establishment américain va se convertir à l'idée d'une normalisation avec la Russie. Donc, la question que peuvent se poser les Russes, c'est que vaut la signature de Trump? Est-ce que dans 3 ans, dans 4 ans, tout ça ne va pas être déconstruit? Merci. Une autre question? Oui, je me lève pour vous voir. Jean-Michel Carré, je suis cinéaste et j'ai fait un film récemment qui s'appelle Poutine, le Nouvel Empire. Et je voulais vous poser deux questions. Une toute petite, pour M. Daubié, précisément. Une question que je me pose, c'est par rapport à Yanukovych, parce que c'est intéressant de voir aussi où sont les erreurs de Poutine. Et là, je n'ai pas compris est-ce que vous auriez une idée pourquoi il a soutenu quelque part ce personnage qui a été en effet élu démocratiquement, parce qu'à l'époque, c'était les gens de la Révolution orange qui tenaient le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire pour une fois qu'il y avait de trucage dans les urnes. Mais il a montré en effet sa bêtise politique et quelqu'un de très corrompu. Donc, je voudrais savoir juste sur ce point-là. Et une autre question là qui me semble plus importante, c'est par rapport à une prospective un peu. Vous avez très clairement, dans le peu de temps qu'il vous était imparti, de mettre à plat un peu toute la situation, aussi bien par rapport à l'Ukraine, par rapport au Moyen-Orient et par rapport à la Chine. Mais est-ce qu'on peut penser, étant donné qu'avec la Chine, on sait que les relations, en effet, ont beaucoup avancé, mais en même temps, il y a un danger. Ils ont très peur que le tigre ferme la tête sur la Russie. C'est un vrai danger, sans parler des problèmes de la Sibérie. Avec l'Europe, bon, il y a le problème, en effet, des sanctions. Avec les États-Unis, comme vous le dites, avec Trump, on ne sait pas. On savait le danger qu'avec l'arrivée de Clinton, mais avec Trump, on ne sait pas. Est-ce que vous ne pensez pas, à long terme, enfin, je pense dans les 5-10 ans, si c'est pas... Poutine n'a pas l'idée, quand même, maintenant qu'il a repris un pouvoir international, qui s'est réimplanté un peu partout, que sa visée sera peut-être de se rapprocher vraiment à nouveau de l'Europe pour faire un continent beaucoup plus que l'Eurasie, qui ne représente pas grand-chose, une force au niveau international. En sachant que la Russie ne rentrera pas dans l'Europe, mais un partenariat quand même qui serait beaucoup plus important. Merci. En ce qui concerne Yanukovych, pourquoi Poutine et la Russie ont-ils soutenu Yanukovych? Je dirais parce que, quelque part par défaut, les Russes n'avaient aucune illusion sur Yanukovych, sur son degré de fiabilité. Mais dans l'offre politique ukrainienne, c'était le parti des régions, Yanukovych, le clan de Donetsk, qui étaient ceux qui étaient perçus comme le moins hostile. Donc les Russes n'attendaient pas un choix clair, tranché en leur faveur. Ils savaient que Yanukovych, comme Kouchma, jouerait l'ambiguïté, essaierait de marchander à droite, à gauche des alliances. Mais les Russes connaissaient plutôt bien le personnage, le savaient malléable, corruptible. Et donc, par défaut, encore une fois, c'était parfaitement acceptable. Je rappelle que les 2 premières décisions les plus marquantes du point de vue russe de Yanukovych en 2010, c'est la signature des accords de Kharkov, qui proroge le stationnement de la flotte de la mer Noire de 2017 à 2042, qui, croit-on en Moscou, ferme, je dirais, ce chapitre-là positivement. Et puis, la neutralité, enfin, en tout cas, le statut de hors bloc. Essentiel, mais on a vu, je reviens à la question de monsieur, que c'est très fragile. L'alternance, ça ne vaut pas grand-chose. Où la Russie se voit-elle à 5, 10, 15 ans sur l'échiquier international? C'est très difficile à dire. D'abord, on ne sait pas à quoi ressemblera l'échiquier international, soyons très clairs. On ne sait pas à quoi ressemblera l'Union européenne, les États-Unis. Bon, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que 2014 marque une profonde césure. J'évite le terme de rupture parce que je ne sais pas si c'est définitif ou pas, je ne le crois pas, mais une profonde césure.
Et pour reprendre ce que disait un de mes collègues, Loukyanov à Moscou, Fyodor Loukyanov, il disait, voilà, 2014, ça clôt une parenthèse, une période de 30 ans, pendant laquelle finalement a existé cette idée, peut-être illusoire, mais de convergence entre la Russie et l'Occident. Au-delà des chamailleries, du Kosovo, il y avait quand même l'idée que tôt ou tard, le continent allait se réunifier. Et côté européen, on voyait plutôt d'ailleurs cela comme pas une intégration de la Russie, mais un alignement de la Russie sur ses normes, sur son comportement, sur sa démocratie, sur tout le reste. Alors, à partir de assez tôt en réalité, sous Poutine, 2003, 2004, on voit qu'il y a des incompatibilités, mais la solidarité, par exemple, germano-franco-russe sur l'Irak permet de fermer les yeux sur des problèmes qu'on perçoit déjà. Alors il y a une première alerte sérieuse, c'est la révolution orange en 2004. La Géorgie en 2008 et l'Ukraine, c'est l'aboutissement de deux logiques d'intégration européenne concurrentes et finalement inconciliables, l'union douanière d'un côté et le partenariat oriental de l'autre. Et donc il y a un avant et un après, ça j'en suis sûr. Du point de vue russe, l'idée selon laquelle la Russie a vocation, quoi qu'il advienne, à être un pôle de puissance indépendant, distinct de l'Europe, distinct des États-Unis, distinct de la Chine, cette idée-là est ancrée très durablement. Je rappelle qu'il y a 25 ans, le président Yeltsin n'excluait pas d'entrer dans l'OTAN, d'entrer dans l'Union européenne. On était dans la phase de retrouvailles, de réconciliation, de réunification du continent. Donc cette césure est profonde, ça laisse des traces ici. Il suffit de lire les journaux pour voir quel est le climat et l'ambiance vis-à-vis de la Russie. C'est vrai aussi en Russie, avec depuis 2012 ce qu'on appelle une révolution conservatrice, donc une crispation majeure, diplomatique, mais également interne et sociétale, avec un éloignement finalement des réalités occidentales et russes. Donc ça, ce sont des facteurs très importants, peut-être durables. Je ne sais pas si c'est définitif. J'ai l'impression qu'en tout cas au niveau stratégique, au niveau des gouvernements, les choses retrouvent une fluidité, peuvent basculer assez vite dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce qui paraissait durable, peut-être immuable, à la grande joie de certains ici en Russie, c'est-à-dire une confrontation, une rechute dans une guerre froide, ce n'est pas sûr. Est-ce que Poutine, pour autant, veut laisser une Russie arrimée à l'Union européenne ? Je ne sais pas. Je pense que Poutine se voit comme être culture européenne, à l'évidence. Il sait que la Russie, au-delà de l'aigle bicéphale et cette revendication de la double vocation européenne et asiatique, jusqu'à présent, c'est surtout vécu comme une puissance européenne ayant des dépendances en Asie. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, ce cadre mental est difficile à bouger. Oui, dans l'idéal, je pense que les dirigeants russes voudraient une réunification du continent, mais d'égal à égal, c'est-à-dire avec une Union européenne qui reconnaisse le rôle de la Russie comme deuxième pilier finalement du continent. Ça ne va pas de soi, pour des raisons objectives, mais aussi pour des raisons politiques en Occident. Donc l'élément nouveau, c'est que ça redevient mouvant. Ça redevient mouvant du fait du contexte européen qui n'est pas figé, où il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de le Brexit, Trump. Il y a, je dirais, en tout cas, le schéma d'une expansion et d'une unification du continent, je dirais à la bruxelloise, ce scénario s'éloigne. Pour le reste, c'est assez, pour l'instant, assez incertain. Une autre question, peut-être Merci. J'aurais une petite question à M. Igor Delanoë concernant la Syrie. On voit maintenant un accord russo-turco-iranien sur la Syrie. Pourtant, ce sont les trois grands acteurs forts avec des intérêts différents. Donc, cet accord sur la Syrie, peut-être, ne pourrait pas se faire sans des deals, même entre ces trois acteurs, entre eux. Quel est, selon votre opinion, le type de deal qu'elle pourrait être fait entre ces trois acteurs en Syrie et au-delà de la Syrie ? Merci. Donc, vous faites allusion à la réunion qu'il y a eu à Astana avec les communiqués, d'accord. Cette réunion d'Astana a effectivement débouché sur un document. Bon, elle visait à quoi cette réunion ? Elle visait, en tout cas tel qu'elle nous l'était présentée, à cimenter, à consolider l'accord de cessez-le-feu qui avait été mis au point
par les Russes et les Turcs fin décembre 2016. Qui lui-même s'inscrit, je dirais, dans une nouvelle manifestation du réchauffement des relations russo-turques et du 180 degrés de la Turquie sur la question syrienne et dans ses relations avec la Russie, auquel on assiste depuis cet été. Et dans ce sens-là, des deals ont déjà été en fait clairement passés entre les Russes et les Turcs. Premier moment où c'est, je dirais, le moment où la Turquie reprend pied dans le dossier syrien en déclenchant son opération militaire bouclier de l'Euphrate. Là, c'est un premier moment où on peut imaginer qu'effectivement, pour reprendre votre expression, des deals ont été passés, notamment en ce qui concerne, d'une part, la question kurde, qui a été utilisé par la Russie comme un levier pour punir la Turquie suite à l'affaire de la destruction de l'avion russe en novembre 2015. Disons que du point de vue de la Turquie, il y avait toujours cette menace de la création d'une entité kurde plus ou moins autonome dans le nord de la Syrie, avec en plus, comble de l'horreur pour Ankara, une continuité territoriale vécue comme une menace de premier ordre, compte tenu du problème que la Turquie vit avec sa communauté kurde, donc en Turquie avec le PKK et la guerre dans laquelle s'est relancée, enfin une guerre qui ne dit pas son nom, puisqu'on ne parle pas de guerre, on parle d'opération antiterroriste ou d'autres choses. Donc ça, c'était un premier problème, et pour les Turcs, et donc reprendre en Syrie permet, de leur point de vue, d'éloigner la dangerosité de ce problème en annulant en tout cas, je dirais, en annulant ce spectre d'un Kurdistan syrien plus ou moins autonome. Pour les Russes, la contrepartie, c'était d'obtenir que la Turquie cesse sa condition de voir Bachar el-Assad quitter le pouvoir avant de commencer toute négociation, comme préalable à toute négociation sur la question de la Syrie, d'un dénouement politique qui est encore lointain du dossier syrien. Ça, c'est un premier moment. Deuxième moment, c'est la bataille d'Alep, où là aussi, effectivement, d'autres deals, une fois de plus, ont pu être passés. Bon, ce dénouement a été aussi rendu possible par la Turquie, qui a accepté de couper les vivres et les lignes logistiques, d'approvisionnement logistique à un certain nombre de groupes rebelles qu'elle appuyait dans la partie nord de la Syrie, et notamment à Alep, fournir un appui logistique, des armes, des financements. Elle a décidé de diminuer voire de couper cet approvisionnement, et ce qui a aidé clairement les forces loyalistes, avec l'appui des Russes et des Iraniens, à reprendre la partie est de la ville d'Alep. Ici, on peut imaginer que la contrepartie, c'était de s'impliquer pour les Russes, de façon plus, plus démonstrative, plus musclée sur le volet diplomatique, avec la réunion tripartite de Moscou, donc le 20 décembre, le lendemain de l'assassinat de l'ambassadeur turc à Ankara, la déclaration de Moscou qui cite la résolution 2254 qui avait été votée donc en décembre 2015 et qui déjà mentionne l'imminence d'une réunion à Astana, qui a donc eu lieu cette semaine. Avec les Iraniens, on peut dire que l'agenda russo-iranien continue, bon an, mal an, de coïncider dans la région. C'est un rapprochement qui reste toujours tactique. On ne peut pas parler de rapprochement stratégique, je dirais, de fond. Tant que ça coïncide, on peut dire que ça va fonctionner, avec, je dirais, les écueils qu'on a connus, donc l'affaire de la base aérienne iranienne qui était utilisée par les bombardiers, avec l'affichage que la Russie a pu en faire de façon un peu maladroite, qui a vexé les Perses. La question, évidemment, de l'avenir du président actuel de la Syrie, quel sera son avenir, quel sera son rôle dans une Syrie qu'on va devoir reconstruire. Il y a un certain nombre de dossiers qui fâchent, mais qui pour l'instant n'empêchent pas que les intérêts immédiats font qu'on a intérêt à un peu mettre ça de côté pour accumuler peut-être des gains ou ce qui est perçu comme des points marqués sur le volet à la fois militaire et diplomatique. Pour les Iraniens, le problème, c'est que si jamais demain ça cesse de fonctionner avec les Russes, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Parce que si jamais on repart sur le sentier de la guerre parce que ça ne fonctionne pas à Genève,
s'ils n'ont plus l'appui militaire de la Russie et l'appui aérien de la Russie, ça va être très très compliqué pour eux. Ils ont déjà versé depuis 2011 investi 25 milliards de dollars dans la guerre en Syrie. Pour eux, c'est astronomique. Ils ont une partie de leur économie qui est clairement orientée vers l'effort de guerre. Et cet investissement, ils ne peuvent pas continuer de le poursuivre sans l'appui de la Russie. Donc aujourd'hui, ils doivent composer un peu avec court terme, moyen terme. Et est-ce que vous déplorez l'absence de la France à la conférence d'Astana? Moi personnellement, je ne déplore rien. Je n'ai pas de. Mais il y avait des grands absents. Bon, la France, on peut dire que ça en était un, mais on peut dire qu'il y a une absence déjà un petit peu qui remonte dans le temps sur le dossier syrien. Les États-Unis ont failli faire partie des absents. Ils se sont retrouvés là de manière un peu fantomatique avec un ambassadeur qui n'avait pas de grand pouvoir, mais qui faisait plus de l'affichage. Il y avait les Qataris, les Saoudiens qui effectivement n'étaient pas représentés, partie de l'opposition, les Kurdes. Donc il y avait des absents, effectivement. Bon, la réunion d'Astana, oui, bon, il y en avait d'autres, hein, mais l'Union européenne, j'en parle même pas. Mais bon, elle a eu le mérite d'exister, que les gens se parlent, ce qui n'était pas quelque chose d'acquis. Il y a encore quelques semaines, quand on pense au contexte d'Alep, de mettre autour de la table le régime et l'opposition syrienne armée, c'était quelque chose qui paraissait peut-être même inimaginable. Là, ça a fonctionné. Je pense que bon, pour la France, à vrai dire, elle est quelque part prisonnière du fameux Assad must go, enfin, de mimétisme par rapport à l'administration américaine, dans lequel elle s'est, enfermée, elle s'est retrouvée bloquée par rapport à cette position. C'est l'histoire des lignes rouges, en fait, qui continue de jouer des tours à ceux qui les tracent. Et de s'arc-bouter un peu sur cette position-là qui s'est ensuite déclinée avec des remontées de diplomatie. Il y a la question des droits de l'homme, droits de la personne, avec ce qui s'est passé sur Alep, qui est effectivement à déplorer. Mais au-delà de ça, on manque de relais, on manque de prise sur ce dossier, en fait, et qui est aujourd'hui très clairement pris en main par les trois acteurs qu'on évoquait tout à l'heure, les Turcs, les Iraniens, les Russes. À partir du moment où même les Américains ne sont plus dans la course, on a du mal à imaginer comment la France peut encore s'y retrouver, compte tenu qu'elle s'est quand même bien arrimée à l'opposition américaine. Donc il va falloir attendre. Je pense qu'il y aura une carte à jouer au moment peut-être du chantier de la reconstruction en Syrie. À ce moment-là, on va venir taper à la porte de l'Europe et de la France pour des investissements. Et là, voilà, il va falloir peut-être négocier des choses. Mais d'ici là, je vois mal comment la France, en tant que France, pourrait faire bouger de manière déterminante les lignes sur le dossier. Une question ici, monsieur. Là, vous avez parlé aussi du rôle d'Henry Kissinger par moment. Il serait plutôt pour un rapprochement avec la Russie. Mais finalement, quand on reprend l'histoire, au moment de l'URSS et au moment où il était secrétaire d'État, après avoir été conseiller de Nixon, il avait fait tout ce qu'il avait pu pour maintenir les Russes, les Soviétiques, en dehors de du conflit au Moyen-Orient. Comment voyez-vous cette évolution ? Vous voulez dire donc de le positionnement de l'administration à venir sur le Moyen-Orient et comment ça pourrait s'articuler avec la Russie. Bon, là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Pour l'instant, on doit s'en tenir à une déclaration qui avait pu être formulée par le candidat Trump à l'époque sur la priorité donnée à la lutte, qu'il a encore rappelé maintenant en tant que président, à la lutte contre l'islamisme radical, le terrorisme, qui semble être, une des priorités principale dans son agenda sur la région. Il y a aussi toutes ces déclarations sur l'Iran, sur le fait que le deal nucléaire iranien n'est pas un bon deal, qu'il faudra peut-être revenir dessus. La question de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui évidemment soulève un certain nombre de questions. Mais je dirais que il me semble que si on revient sur Astana, ça va me permettre de faire le lien avec votre question. L'objectif, comme j'ai dit, est de cimenter, donc aujourd'hui très clairement, ce cessez-le-feu, mais à plus long terme, il me semble que ce que recherchent à faire les Russes et avec eux les Turcs et l'autre, c'est de
récupérer cette opposition armée devenue subitement fréquentable et non plus terroriste, pour la retourner, et la envoyer comme en gros force de frappe au sol contre l'État islamique et le Jabhat al-Nusra, enfin ex-Jabhat al-Nusra. Et donc c'est un objectif qui semble partagé avec évidemment le régime syrien, sauf qu'on ne peut pas imaginer qu'ils iront combattre ensemble, mais l'objectif restera le même. Et donc de retourner ces groupes, ces différents groupes qui sont devenus effectivement désormais, semble-t-il, des partenaires, pour aller se battre contre l'État islamique. Et en ce sens-là, ça pourrait permettre d'arrimer les États-Unis sur ce genre de dynamique si elle se met en place. Mais là, on est dans l'optique où effectivement on articule une coopération russo-américaine sur les questions de lutte contre le terrorisme international. Mais bon, une fois de plus, là, on ne peut que attendre, voir les premiers développements en février, mars. Oui, mais parce que ce que je vous demandais plus tôt, c'était l'évolution d'Henry Kissinger, d'un partisan effectivement président de la guerre froide, et qui arrive maintenant apparemment à une opposition. Sur la question à laquelle Arnaud Dubien voudrait rajouter quelque chose, et Un mot sur Kissinger. Il n'est pas le seul faucon, ou en tout cas responsable américain ayant eu des positions très dures vis-à-vis de l'Union soviétique, à avoir considéré, après la fin de la guerre froide, qu'il était dans l'intérêt des États-Unis et plus largement de l'Occident de ne pas marginaliser la Russie. Je pense en particulier à George Kennan. George Kennan, qui est l'auteur, vous le savez tous, du Grand Télégramme, du concept de containment, et qui a été l'une des grandes voix, malheureusement, je ne pense pas assez écoutée, en 1997, lors du débat sur l'élargissement de l'OTAN. Kissinger, semble-t-il, en tout cas considère que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine est un problème majeur qui doit être évacué de l'agenda si l'on veut restaurer une relation avec la Russie. J'ajouterais qu'il y a une dimension personnelle entre Poutine et Kissinger, dans le sens où les deux hommes se connaissent depuis assez longtemps, depuis 1994. À l'époque, Poutine était premier adjoint au maire de Saint-Pétersbourg en charge des questions internationales. On raconte cette première rencontre. Kissinger donc, est invité par Sobchak, maire de Saint-Pétersbourg. C'est Poutine qui va l'accueillir à l'aéroport. Ils font le trajet ensemble dans la voiture et ils se parlent allemand. Et Kissinger lui demande, ne le connaît pas évidemment, à l'époque Poutine n'est pas très connu, il lui demande, mais alors monsieur, d'où venez-vous, que vous faites? Il dit, moi je viens des services secrets. Et Kissinger a répondu, tous les gens bien ont commencé dans les services secrets. Il y a une forme de connivence, enfin, en tout cas de complicité, une relation qui a été cultivée ensuite, à un moment où Kissinger n'était pas très consulté ni écouté. Et aujourd'hui, il se trouve que Kissinger est l'une des rares personnes que semble écouter le nouveau président américain en matière de politique étrangère. Donc, pour reprendre ce terme trumpien, c'est un actif. Est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière peut-être? Il n'y en a pas. Alors je pense que voilà, on va terminer cet échange et ce débat, dont je signale, je fais un petit peu de publicité pour, non pas pour moi, mais pour la maison pour laquelle je travaille, RFI, et pour vous dire que Igor Delanoë et Arnaud Dubien, Isabelle Facon était également invitée, mais a décliné l'invitation parce qu'elle avait un agenda qui l'empêchait de venir jusque chez nous. Donc Arnaud Dubien et Igor Delanoë qui seront dans l'émission Géopolitique samedi prochain, 20h10 sur RFI. Merci.